Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jacques Grimaud, voilà, avec nous. Il est bien là, voilà, pour ceux qui... J'avais souhaité que, en réalité, le livre que j'ai fait à l'origine, c'était que ça paraisse à titre posthume. C'est-à-dire que, compte tenu de l'ampleur, parce que là, dans le film, on voit très peu de choses. Hein. C'est juste une introduction, c'est le fait de la rencontre. Mais les découvertes sont dans tous les domaines pratiquement, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques, etc., en géographie, et surtout les affaires à l'ancienne, c'est-à-dire tout ce qui est la manière de penser des anciens qui est très décalée de la nôtre et qui me paraît très largement capable d'aller au-delà de ce que l'on connaît, beaucoup mieux, avec plus de sûreté, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que dans cette culture, la vie morale passe d'abord. Chez les anciens, on disait très clairement, on ne donne le savoir qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui n'en profitent pas comme un objet banal, ordinaire, etc., pour assujettir éventuellement le voisin, mais pour anoblir ce qu'il possède déjà, le rendre plus performant, plus clair, tout ça. Donc la mentalité n'est pas la même. C'est-à-dire, je voulais préparer le terrain et donner à tous, et surtout à toutes, quand même, parce que ça intéresse beaucoup les femmes, la culture, l'idée qu'on ne peut accéder au vrai que si on travaille à cela. C'est-à-dire que si on se laisse guider par n'importe qui, n'importe comment, on n'est pas sûr de trouver ces choses-là. Surtout que l'ambiance se prête justement plutôt à l'inverse. La manipulation, raconte n'importe quoi, etc. Donc on a donné des pistes sans affirmer les choses. On a tâché de donner des faits qu'on pouvait vérifier. Il est certain que s'il n'y avait pas eu Wikipédia, Google Earth, etc., je serais pas allé dans cette aventure. Comment dire, un objectif de départ, de vouloir un peu vulgariser, j'ai envie de dire, l'approche de cette science qu'on appelle l'égyptologie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce j'ai envie de dire presque de mise à niveau, de mettre à portée en tout cas. Oui, parce qu'on pense que, aussi bien Patrice que moi, que le devoir de toute personne qui sait quelque chose, c'est de la porter sous la forme la plus comestible, la plus attractive. C'est pourquoi le film est relativement attractif, mouvant, etc. C'est pas BBC, on s'endort au bout d'un quart d'heure. Ça n'est pas toujours la même chose. Nous, on montre ce que l'on peut montrer, on explique ce que l'on peut expliquer, et on fait intervenir des gens de métier, des gens de terrain, et non pas des théoriciens qui vont vous raconter le dogme en route et tout ça. Ça, c'est pas... Moi, je suis un type pragmatique. Plus exactement, un idéaliste pragmatique. Donc tout ce que je vois qui peut être utile, j'essaye de le mettre à la portée, et comme je le vis, c'est-à-dire, j'ai un autre point de vue, c'est tout ce qui est inutile, ça pervertit l'être. Donc j'essaye de mettre des choses utiles, c'est pourquoi ces choses-là ont été appelées révélations. À la fois parce que dans le message, il y a une inquiétude, puisque je dis que l'année précessionnelle me sert à déterminer la date qui a été transmise, mais je ne veux absolument pas créer de panique. Simplement, je vais gérer cette chose en confiance pour vous dire aux uns aux autres, il y a un terme, mais je ne le dirai pas. Ce que je vous dirai simplement, c'est qu'il y a des étapes à ne pas manquer. D'abord, il faut savoir que les films qui vont venir vont faire une démonstration comme un raz-de-marée épouvantable. Ça sera un tsunami à l'égard de ce qui est dogmatisé et ce qui est faux. Une fois de plus, on est confronté à cette chose qui pour moi est déraisonnable. Pourquoi parler de construction ou plutôt que de parler des raisons pour lesquelles on est allé faire des édifices comme ça? Moi, ce qui m'a intéressé d'abord, quand j'étais gamin, j'avais 15 ans quand j'ai mis le nez dedans, c'est pourquoi des gens se sont donné cette peine de faire un truc gigantesque, un 3 pièces, avec des pièces minuscules, avec des parois énormes, etc., à cet endroit-là et tout ça. Et c'est par cette curiosité méthodique, en réalité, que je suis tombé, par hasard, sur le nœud de l'affaire. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas comment, parce que celle-là, elle est secondaire. Ça sous-entend que s'ils l'ont fait, ils étaient en capacité de le faire. Parce qu'il faut bien se rendre compte, on arrive devant une pyramide énorme, 146 mètres de haut, 230 mètres de côté, et millions de tonnes de pierres sculptées, enfin taillées. Est-ce que l'on peut raisonnablement penser que ces gens-là, on se sont dit on va faire ça, ils le réussissent du premier coup? Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la mise en œuvre, la logistique, c'est un truc assez délirant. Mais d'une manière générale, la pensée ancienne, elle n'a pas été saisie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire des gens qui s'occupent d'abord et avant tout de survivre. Voilà.
Or, pour ma part, actuellement, nous sommes dans une situation où il va falloir survivre. Non pas parce que je prédis, comme Madame Soleil ou comme d'autres, qu'il va y avoir un cataclysme, la chose est certaine statistiquement, mais parce que on est en train de nous asservir d'une manière ou d'une autre, et on se sert de l'histoire pour cela. On tord l'histoire dans tous les coins, on lui fait dire ce qu'elle ne dira jamais, parce que le problème, c'est qu'on est en train de nous faire passer quelque chose de vrai et de réel pour on introduit du virtuel dans la grande quantité et on ne sait plus où est le vrai là-dedans. Le vrai, c'est ça, tiens, 2 petits chocolats ou 2 petits cafés qui arrivent. C'est mes petits stagiaires. Merci beaucoup. À votre santé à tous. Voilà. Toi, tu nous dis qu'il y a une espèce de cataclysme, c'est ça qui a à venir. C'est ce c'est ce qu'on conclut en tout cas dans le reportage. Oui, bien sûr. Alors je précise. En réalité, quand j'ai métisser les notions mathématiques découvertes, non pas seulement en Égypte, mais un peu partout, avec l'équateur penché et tout le bazar, à la computation astronomique, tout s'est enclenché comme de soi-même. Première chose. Deuxième chose, c'est quand j'ai souhaité savoir s'il y avait des précédents dans cette prise de conscience, je suis allé dans les vieux ouvrages. Par chance, j'avais étudié les langues anciennes, latin, grec, hébreu, et d'autres, enfin chinois, etc. Eh bien, j'ai pu lire certains textes directement. Et la chose est très claire. Il y a des déformations directement dans les textes. C'est comme si vous lisiez la Bible. Si je devais retraduire la Bible, le résultat ne serait pas du tout le même. Voilà. Peut-être que j'aurai le temps de faire cela, sait-on jamais. Je lui ai dit, voilà, Eric, regardez ici, quelles sont ces pierres-là? Il les a identifiées, il m'a dit, c'est impossible de faire ça sans acier au tungstène, c'est impossible de... Voilà. Donc là, il a pris conscience du fait qu'il y avait un gros problème, c'est comment on fait ces trucs. Et après, je lui ai dit, viens voir par là, et il a lu la chose. Il y a 40 000 pièces de pierre dure de toute espèce qui ont été découvertes sous la pyramide de Saqqara vers le 31e siècle. La pyramide de Saqqara, c'est 31 siècles avant notre ère. Comment on fait pour faire cela en telle quantité sans objectif particulier? À quoi ça sert? Pourquoi on enterre un truc qui va demander des millions d'heures de travail dont on ne sait absolument aucune des techniques qui ont été utilisées. J'appelle des techniques réalistes. Puis vous voyez dans le film, cette dame de bonne foi qui est responsable de la section égyptologie au Louvre, elle dit, nous on a analysé les contenus, comme si le lait et le miel égyptien d'il y a 2000 ans changeaient maintenant. Il n'y a aucune différence entre le lait d'il y a 2000 ou 3000 ou 4000 ans, et le miel, pareil. Donc on ne voit pas, comment dire, pourquoi ils se focalisent sur des stupidités pareilles. Ce qui importe, c'est comment on fait des trucs pareils, et personne ne s'en soucie. Je vais t'expliquer. Par exemple, pour le disque de Sabou, oui. La première fois que je l'ai vu, j'ai dû le dessiner parce qu'il n'y avait strictement aucune indication, pas de photo, rien du tout. Après, c'est sorti dans un guide Hachette bleu, dans les années... on le trouvait encore dans les années 73, ce truc-là. Ça a disparu. Alors la photo, c'était 1 cm sur 1 cm. Dans une page où il n'y avait rien du tout, c'était comme... Voilà. Et après, quand je suis allé aux États-Unis, je suis passé par ce qui n'était pas encore Cap Kennedy, c'est Cap Canaveral, et puis j'ai rencontré des techniciens, puisque j'avais dans mon travail beaucoup de choses de cet ordre à réaliser avec des gens de haute gamme. Voilà. Et puis je leur ai montré incidemment le dessin, 3D littéralement, et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est cette pièce selon vous, et la plupart m'ont dit ça c'est un mélangeur de carburant. Seulement le problème c'est que la pièce en question, le disque de Sabou, c'est daté du 31e siècle avant notre ère. C'est réalisé en schiste, c'est-à-dire un matériau extrêmement fragile, on tape dessus, on peut l'effeuiller, le casser, donc ça a été remonté habilement, etc. Ces dimensions-là sont décryptables dans plusieurs cadres métrologiques différents, ça pose problème. Mais bon, c'est montré sous une vitre poussiéreuse et personne ne s'en occupe. Personne. Voilà. C'est étonnant de voir un truc aussi complexe, ça ne fait réfléchir personne. Je me demande qu'est-ce qu'on voit si on voit la même chose. Moi, ça me colle la figure. Je fais de la musique des pays dans lesquels je vais, c'est-à-dire je me mélange culturellement. J'essaye pas de dire c'est mieux la France ou c'est mieux l'Europe ou l'Occident. C'est pas ça, moi, mon truc. C'est rencontrer vraiment. C'est m'intéresser, c'est échanger. Ces choses-là, apparemment, ça n'est pas le cas. Quand on discute actuellement avec un égyptologue, il va se dire
sans même le penser de manière inconsciente, il va se dire, ce type que j'ai en face de moi ne connaît rien à l'égyptologie, je vais lui parler comme un gamin, peut-être ça suffira. Donc ils font ça partout, tout le temps. Et cette habitude est très néfaste. Sortez un petit peu des œillères, regardez, écoutez et travaillez. Vous n'êtes pas là, comme un épicier en train de faire l'article, vous êtes là pour rechercher ce qui est vrai. Voilà. Bon, c'est pas facile, hein, parce que le vrai, il faut quelquefois des centaines d'années pour le cadrer. Ouais, pour le cadrer. Mais bon, il faut être clair. Moi, philosophiquement, je suis effectique. Ça veut dire que je ne donne aucune conclusion là où je n'en trouve pas. C'est simple. En maths, c'est comme ça. Ou le résultat est juste, ou il n'est pas juste. Point barre. Voilà. Donc, tant que je ne sais pas, je ne dis pas c'est comme ça, c'est probablement 6. Non, pas davantage. On voit dans le film, je ne donne que des choses abouties, complètes. Mais, du fait que j'ai, une avance modelée sur un principe et des méthodes didactiques et pédagogiques, il est des choses que je laisse de manière allusive pour qu'on aille chercher dedans. Oui. Que la méthode s'inscrive. On veut la vérité, il faut prendre le courage d'aller la chercher par soi-même, avec sa méthode, etc., et la juger comme ça. Au moins, on saura ce que vaut le bonhomme derrière. À ce moment-là, je discuterai et je dirai qui je suis, plus que je n'ai l'intention de le faire aujourd'hui. Ça veut bien noter que je t'ai dit, on parle du sujet, pas de moi. Merci. Oui, tu m'as bien précisé. Ouais. Et justement, alors sur le sujet, dans le film. Vous nous donnez, je dis vous au sens Patrice et toi, quoi, mais voilà, vous nous donnez une conclusion, on va dire, sur le fond, mais on ne comprend pas bien l'usage même de la pyramide en soi, c'est-à-dire sa fonction. C'est une très bonne question. Je l'ai laissé entendre. Vous vous appelez méta TV. Méta en grec, ça veut dire au-delà de. Oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, moi, je dis, cette grande pyramide, comme énormément d'édifices sur la Terre, ce sont des constructions qui ne sont pas liées à la mentalité de l'homme actuel. Je ne dis pas c'est pas l'homme qui n'a pas fait ça, je dis c'est pas cette mentalité. Et moi, j'appelle ça des métamachines, parce qu'en réalité, cette grande pyramide, j'ai montré une face de sa qualité de métamachine, c'est sa qualité d'horloge temporelle, astronomique, littéralement. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai évoqué ça plusieurs fois en disant... À l'est, le soleil se lève, il est froid, ou quasiment froid. Très peu de chaleur arrive, mais la pyramide à sa base est large, donc elle assimile de la chaleur. Et le soleil va s'élever, et plus il va s'élever, plus il va être chaud. Mais plus la pyramide va en s'étrécissant, donc il y a un gradient de chaleur très mesuré. Et ce gradient, il fait dilater le calcaire qui constitue pour l'essentiel cette grande pyramide. Et ce calcaire va faire pression sur la chambre haute qui, elle, est en granit. Et le granit, il est constitué de mica, de feldspath et de quartz. Or, le quartz, quand il est soumis à n'importe quelle pression ou torsion mécanique, il produit de la piézoélectricité. Pour moi, c'est ça, c'est l'une des fonctions. Et j'en ai découvert 8. Donc, j'en ai donné une à comprendre d'abord, l'autre que je suggère d'aller visiter, et après, dans les films, les opus suivants, je les montrerai toutes ces fonctions-là. Et on verra que tous les sites dont j'ai parlé relativement à l'équateur penché sont affectés, pas infectés, mais affectés par ces particularités qui sont accompagnées d'une mentalité très spéciale. Tout est intégré. Tout. C'est-à-dire c'est écologique. On va en Chine, il n'y a pas de calcaire, etc. en grande quantité, il faudrait creuser. On fait ça en terre et en argile. Alors pour la Chine, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais quand on voit une pyramide qui passe pour avoir 300 mètres de haut, 750 mètres de façade sur 650 mètres, donc on voit l'aspect dominant de 300 là-dedans, et que le sommet n'est pas pointu, et qu'aucune des pyramides sur la Terre de cette civilisation antérieure n'est pointue, on doit se poser une question. On regarde le sommet de cette grande pyramide, cette gigantesque pyramide, c'est 150 mètres sur 75 mètres sur 150 mètres. C'est un double carré qui est la figure de base de la chambre haute de la grande pyramide. Là, on doit se poser des questions. Donc on s'aperçoit qu'il y a un module en mètres. Personne ne se pose la question. En disant, tu parles sans parler, tu montres sans montrer, voilà, c'est ça. Voilà. Et tu caches sans cacher.
Voilà, c'est ça l'hermétisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à cela que Claude n'a pas donné, mais moi que je donne, ce qui montre que je suis le premier à faire cette loi. Les anciens, quels qu'ils soient, et on les reconnaît à cela, ils ne font que signifier, ils ne disent pas les choses, et pour cela, c'est parce qu'ils prennent modèle sur la divinité créatrice elle-même. Pour eux, il n'y a pas lieu de signer ce qu'ils font, parce que Dieu créateur, dans leur mentalité, ne signe rien. On le comprend, on comprend sa présence parce que c'est beau, c'est généreux, c'est ingénieux, c'est subtil, etc. Voilà, pour eux c'est ça leur chose. Ils ne disent pas les choses, ils les signifient. Ainsi, quand on dit tel hiéroglyphe veut dire ceci, c'est comme les bouquins là, sur le symbolisme, et René Guénon entre autres, il dit ça, ça veut dire ça. C'est un délire, ça dépend du contexte. Mais ceux qui ont donné cette traduction avec, encore une fois, la connexion grecque, ils se sont plantés, c'est passé. Pour la raison suivante que la mentalité grecque, qui est une mentalité de pragmatique immédiat, de matérialiste, est coincée par leur vision religieuse extrêmement étroite. Je rappelle quand même que Socrate a dû boire de la ciguë parce qu'on le trouvait incompatible avec la mentalité grecque. C'est normal, il avait une mentalité d'hermétiste. La preuve, elle est donnée directement dans le texte de Platon, où Socrate dit « Pour ma mort, sacrifiez un coq ». Or, un coq, c'est l'emblème même de l'intelligence volatile, de la chose... Et remarquez bien pourquoi je dis ça, il faut connaître la nature. Un coq, c'est un oiseau qui a des ailes et tout, mais il ne vole pas. Il faut le jeter en l'air pour qu'il fasse quelques battements d'air et qu'il se pose. Ça a une raison d'être, c'est que on comparait le coq à l'homme qui est d'un orgueil démesuré, incandescent, terrible, qui a des ailes mais ne s'en sert pas. La vie spirituelle chez les anciens était figurée par les ailes. Ainsi, sur les écrits, si je puis dire, muraux des Égyptiens, l'âme est figurée par un oiseau à tête humaine, parce qu'elle est volatile. Maintenant, de nos jours, l'âme, on dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'âme sous le microscope, on ne la pèse pas, etc. Est-ce que... Moi, je ne sais pas, mais il y a des tas de choses comme ça. Il est évident que la sous-culture égyptienne de l'époque n'a pas pu être l'origine de la construction des pyramides. Mais alors, d'où ça vient? Alors, justement, j'ai dit de manière allusive dans le film que... Enfin, j'ai montré et démontré, me semble-t-il, que le site des Gizeh est central, mais qu'il renvoie à la totalité de la planète grâce au suivi de l'équateur penché. Alors ça, j'ai déjà vu remis en cause. Ah mais alors, ça, c'est aucun problème. Alors quelle est la remise en cause brièvement? Alors ce que j'ai vu, c'est une démonstration qui disait que en fait quand on traçait, alors malheureusement moi bon j'ai pas de globe terrestre, j'ai pas pu faire l'expérience moi-même pour. Bah, t'as une orange là. Ouais. Mais en mettant en fait cet axe-là, oui. On ne tomberait pas en fait comme ça indiqué. Alors ça c'est n'importe quoi. J'ai déjà dit. Sur des antennes, en vidéo, en audio, etc., qu'il y avait une largeur. Moi, au début, j'ai appelé ça le tapis rouge. Hein. Donc c'est clair, un tapis, ça a une largeur. Et pourquoi ça ne tombe pas absolument? Parce que c'est destiné à indiquer les périodes réelles où ces choses ont été implantées. Parce que, en termes d'astronomie, la Terre se balance constamment du fait de la rotation de la Lune, dont le pouvoir d'attraction fait que le bourrelet qui entoure la Terre à l'équateur est attiré par la Lune. Donc la Terre se dandine en fonction de la rotation lunaire. Et elle se dandine de manière réglée, rythmée. C'est un cycle de 18 ans et quelques mois, pratiquement 19, qu'on appelle le cycle de Méton. Donc la Terre se dandinant, fatalement comme les données géodésiques, hein, il s'agit bien de géodésique, c'est-à-dire un trait dans l'espace, sont prises à partir de données spatiales pour nous indiquer que ça vient du ciel, entre autres. Bah, c'est normal, puisque la Terre passe son temps à se dandiner, que la ligne en réalité soit sinusoïde. Mais moi je l'ai cadré dans une... Et de toute façon, c'est pas moi qui demande ça, c'est le chandelier de Paracas, cette espèce de géoglyphe géant qui montre une voie principale et deux. Pourquoi? Parce que quand on a une sinusoïde, il y a une voie médiane et deux voies extrêmes, c'est tout. On a exactement la même chose pour ce qu'on appelle le méridien de Paris, qui passe à Saint-Sulpice, mais qui passe également au Jardin du Luxembourg. C'est pour la raison que ce sont des coordonnées spatiales. Donc, ça tient compte de la dérive de la Terre par rapport à la Lune, ou l'inverse d'ailleurs, ça dépend où on se place. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la nutation.
Et ça, je le montrerai dans la suite. Mais c'est bien qu'on me fasse remarquer ça. Comme ça oblige à réfléchir à ceci et à cela. C'est pas une critique valable, parce que les gens qui font attention également à l'endroit d'où ils tirent les informations devraient savoir une bonne fois pour toutes que Google Earth, c'est une sphère théorique, et ça n'est pas la Terre. Donc s'ils avaient la moindre idée de ce que ça représente le traitement mathématique d'un géoïde, c'est-à-dire d'une sphère avec un débordement d'environ de 39 à 43 km sur le bourrelet équatorial, ils feraient des calculs, ils s'apercevraient que c'est bougrement précis. Parce que ça non plus aussi, c'est pas bien précisé dans le reportage, oui. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont construit, on va dire, ces pyramides, ce qu'on voit au Pérou, ce qu'on voit à l'île de Pâques? La conception est rigoureusement la même. C'est voilà. Cette identité qui m'a permis d'identifier une humanité planétaire et non pas circonscrite à des pays comme de nos jours. Alors c'est là que s'installe la chose délicate à discuter, c'est que actuellement on confond unification et uniformité. C'est dire à quel point les Illuminati, je pense que ce mot n'est pas, sont tarés. Bon, ça c'est notre aspect. Maintenant, ces gens-là, nos antérieurs, nos prédécesseurs, avaient résolu des problèmes de manière définitive. Il y a quelqu'un qui demande... Il y a des gens qui disent, oui, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, aussi, c'est vrai, de cette race des géants? Parce que, alors, cette théorie des géants qui auraient construit les pyramides, Baalbek au Liban, etc. Voilà. Alors, il est clair que la question doit être posée, les géants. Première chose, rappelez que le mot géant et le mot ange sont en relation étymologique. Ça paraît curieux, mais bon. Et ange veut dire messager, en grec. Alors, quand je parle des Grecs, il ne faut pas se méprendre. Il y a les Grecs d'après l'Égypte, c'est-à-dire à partir du VIe siècle, les Grecs vont en Égypte, qui les ont aidés militairement, économiquement, etc. Il y avait une forme de déliquescence après des invasions des Orientaux, entre guillemets, notamment... Enfin bon. Mais avant, les Grecs, c'était des alliés des Égyptiens. Mieux que cela, Charles Dupuy, astronome, a étudié la civilisation grecque jusque dans ses fondations, et il écrit, les Grecs, ce sont des Égyptiens émigrés. Voilà. Donc, carrément. Ben voilà. Et apparemment, c'est l'adaptation aux nouveautés du pays, et la différence fondamentale entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Grecs se sont mis à naviguer sur mer, alors que les Égyptiens sont toujours pratiquement restés, quoi qu'il y ait eu des Égyptiens partout sur la Terre à une époque. Et quand je dis les Égyptiens, c'est à peine correct. Ouais, les Égyptiens, alors, c'est-à-dire qu'ils avaient quoi, des technologies pour voyager? Non, je vais prendre ça d'une autre manière. Il faut connaître la langue mère, qui est le français aussi que cela paraisse, que je démontrerai aisément, mais le moment venu. Essayez de prendre les exemples pour ce qu'ils valent et trouver d'autres liens. Égypte, c'est un mot anagramme de Gypaète. Et le Gypaète, c'est l'aigle d'Égypte, qui n'existe pratiquement plus en Égypte. Mais pourquoi c'est l'aigle? Et pourquoi le mot Égypte? Aegypta, c'est le nom qui a été donné par les Égyptiens eux-mêmes à leur pays, mais avec cette formulation autour d'un aigle. D'abord, on sait que Horus, c'est l'emblème de la lumière, et de la vitesse, et de la force, de la puissance, voilà. Mais l'aigle, en grec ancien, ça se disait ekle, mais ça n'est pas un aigle. Ekle, c'est ce qui monte, ce qui s'épure, etc. Et ça donnait aquila en latin et éclat en français. On voit que du point de vue sémantique, c'est assez particulier. Mais le gypaète, c'est l'aigle des Égyptiens, et sa particularité, c'est d'avoir 3 couleurs, qui sont les couleurs de l'écriture qu'on trouve en Égypte et presque partout dans le reste du monde. Le noir, le blanc, le rouge. Couleur alchimique. Exactement. Donc là, déjà, on devrait être averti sur la nature et la manière. C'est kabbalistique. Si je m'abuse, le drapeau de l'Égypte est noir, blanc, rouge avec un aigle. Exactement. Alors, il faut que j'explique pourquoi. D'un côté, nous avons la pyramide de Gizeh, et les autres, ce sont les édifices les plus massifs qui soient. Et de l'autre côté, la langue, c'est la chose la plus volatile qui soit. Mais ces deux-là ont en commun d'être pérennes. C'est-à-dire une pyramide, comme celle dite de Khéops, ça va durer des milliers d'années, voire même des dizaines de milliers d'années. Je n'entrerai pas là-dessus, mais la langue, c'est pareil, les sources même, la structure intime d'une langue, c'est de même ordre, ça va durer des milliers d'années. Voilà. La prononciation va changer, mais le sens, la caractéristique sémantique, elle sera toujours connotée de ses origines. Parce qu'on ne détache pas ça comme ça, hein. C'est le peuple lui-même qui modèle ces choses-là, et la vie.
Ça voudrait dire qu'il y aurait donc une espèce de langue originelle que les Égyptiens ont amené à d'autres peuples. Exactement. Quand on voit le mot pyramide, il faut entendre pierre humide. Et la pierre humide, c'est la chose la plus grave, la pierre la plus solide, la plus muette qui soit. L'eau, ça vient par-dessus, c'est toujours en mouvement. Mais dans l'acception à laquelle je fais allusion, il faut entendre que la pierre humide, ça peut être le calcaire. Pourquoi ? Parce que le calcaire, c'est une roche, c'est une pierre qui se forme des dépôts des testes des animaux. Donc on peut sous-entendre que c'était une pierre qui est née du vivant, des choses comme ça. Il faut voir cette mentalité très particulière qui fait véhiculer le sens de manière prioritaire partout. Si je considère la pyramide vue de profil, c'est un triangle, ça veut dire que c'est le ternaire. Or ce ternaire-là, on le retrouve partout dans les religions, que ce soit les hindous, que ce soit les esquimaux même. C'est assez étonnant, les esquimaux de l'Alaska, ils ont une fondation religieuse ternaire. Donc ce sont ces choses-là qui ont été, si je puis dire, segmentées par l'histoire, par la géographie, etc., mais qui sont à la source la même chose. C'est cela qu'il faut rechercher, non pas forcer les choses, mais les montrer. Ma manière d'améliorer la situation avec ce film, et grâce au talent de Patrice et à son énergie, sa ténacité, c'est de dire à tout le monde qui voit ce film, vous avez les moyens maintenant de rechercher les choses qu'on ne vous montre pas. Allez-y. Voilà. Après, quand ils verront le deuxième film, ils vont se dire, voilà, c'était la bonne voie, la preuve est là. Alors là, ça va être décapant, c'est à la tronçonneuse. Mais j'ai strictement aucun scrupule parce qu'il y a une date. Ouais. Et moi, il faut que j'avance. Alors, Leibniz disait, grosso modo, on parle de Dieu sans savoir, mais il y a un moyen de savoir. Le voilà, c'est que tout possède une origine, dans le temps et dans l'espace. Cette origine, on va l'appeler Dieu. Ça marche, ça ? C'est acceptable, du point de vue logique. Et il dit également, et c'est surtout là que ça commence à coincer pour les intellos de toute espèce qui nient cette chose-là, il dit, l'univers pourrait ne pas être, pourtant il est. C'est cela qu'on va appeler Dieu. Donc il est très prudent et il s'exprime comme le matheux de base. Curieusement, ce matheux de base, c'est celui qui a construit les pyramides. C'est-à-dire, c'est exactement la même pensée. Les anaglyphes, c'est la modalité utilisée par les savants anciens. Je ne dirais pas les Égyptiens, puisqu'on les trouve dans le monde entier. Mais c'est une formulation qui est très particulière, on dirait des mathématiques, mais avec des mots. Ainsi, et j'ai déjà donné cet exemple, les anciens, à peu près partout, mais surtout en Égypte, ils disent « Connaissance et amour sont tout, connaissance sans amour n'est rien ». Ça rejoint Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est des choses comme ça. Et ça, c'est partout et tout le temps vrai. Donc c'est ça la manière anaglyphique. Le problème, c'est que pour lire ça, il faudrait quasiment faire une école. Et non pas une école qui dit « ça, c'est ça », mais une école où on développe l'intuition du vrai. Et ça, c'est une autre affaire, parce que ça dépend essentiellement de l'éducation des gens. Alors, on avait dit qu'on parlait effectivement, c'est vrai, un petit peu plus d'alchimie, parce que l'alchimie, alors je t'ai déjà entendu en parler, tu parles d'un lien très particulier entre la langue française et la langue égyptienne. Est-ce que tu peux Pas seulement, avec la langue d'origine, d'où émane la langue des Égyptiens. D'accord. Voilà. Donc il y aurait une langue primitive. Il faut s'entendre. Voilà. Par exemple, on va en Angleterre, on parle de gypsies, ce sont des cartomanciens, des voyants, etc. Mmh. Et justement, la prêtrise en Égypte, il y a longtemps, était de cette espèce. C'était des gens qui étaient extrêmement bien instruits, et en plus, ils avaient des dons psychiques. Mais ces dons, ils les développaient parce qu'ils avaient une manière de vivre qui n'est pas celle du tout que l'on a suivie et que l'on suit. Par exemple, on voit, moi je me suis intéressé à la médecine très tôt, parce que j'aurais souhaité faire médecin après avoir été embarqué dans l'hypothèse que je serais... Bon. Et ben je me suis vite aperçu qu'on parlait plus de maladie que de santé. Ça m'a horrifié. Voilà. Mon grand-père m'a expliqué comment les anciens voyaient les choses. Déjà, le mot la médecine, l'expression la médecine, c'est en même temps de l'hébreu et du français. En effet, la 12e lettre de l'alphabet hébreu, qui vaut pour la lettre L chez nous, c'est Lamed. Ça se dit Lamed et ça se dit rechercher. Et quand on voit la lettre Lamed, en réalité, sa forme, c'est celle d'un serpent, qu'on retrouve en tant qu'emblème de la médecine. Mais un serpent, on sait que si on utilise par exemple le venin d'un serpent qui a des crochets et tout le bazar, à telle dose c'est un poison fatal et à telle dose c'est un remède.
incroyablement puissant. Donc c'est bien cela là-dessus qu'il souhaite, c'est la même chose que le symbole. La réalité, c'est que le symbole est une chose et son contraire. De ce point de vue-là, Guénon, 0 pointé. Et donc, et Shin, c'est une lettre qui vaut pour notre lettre S. Alors L, ça veut dire l'ordre. Ça, c'est la lettre emblème de l'ordre dans les anciennes. C'est une équerre, tout bêtement. Et S, c'est une lettre qui est née de la scission d'un cercle, comme ça, qui s'est séparé, collé comme ça, et qui s'est mis en mouvement. Ça définit l'incarnation dans toutes ses formes. C'est-à-dire, c'est la mise en mouvement à la surface du sensible, du visible. Et donc, Lamed Shin, c'est deux consonnes. Une qui définit l'ordre dans la manifestation. Et la médecine, c'est l'ordre dans la manifestation du vivant. C'est cela qui est, voilà. Mais en même temps, dans la médecine, c'est la médiumité, on pourrait dire cela comme ça en français contemporain, c'est-à-dire la chose intermédiaire. Parce que c'est intermédiaire entre l'inerte et le transcendant. Donc on voit que rien que dans un mot comme ça, on a des acceptions qui viennent de différents domaines culturels séparés. Maintenant, mais à l'origine, non, ça n'était pas séparé. On a d'autres, mais je ne vais pas... voilà. Simplement, on verra que le serpent est l'emblème aussi bien du temps, du mouvement, de la vie, etc. etc. Et quand je dis du temps, c'est que l'anagramme du mot serpent, c'est présent. Il va bien falloir s'occuper de cette espèce de chimie des mots. Tôt ou tard, parce que ça a été construit comme ça. Étant donné que les lettres ont une valeur emblématique, et numérique, il faut mettre cela en œuvre pour bien comprendre. Je vais donner un exemple religieux, entre guillemets, pour les gens qui s'occupent de Bible. Vous prenez le mot Dieu, D-I-E-U. D'abord, il y a du grec dedans. Eu, ça veut dire ce qui est de plus haut, de supérieur, de meilleur, etc. Par exemple, dans Eugène, ça veut dire né d'en haut. Maintenant, di, ça veut dire double, ou qui se divise par deux. Donc ça sous-entend qu'il y a un monde intelligible et un monde sensible. On note également qu'il y a une consonne et 3 voyelles. Le mot astro, il dit as, 1, tro, 3. Donc on voit que ces choses sont coordonnées par du sens. Maintenant, on va faire ce jeu bizarre qui va désigner le peuple hébreu comme ayant une charge religieuse importante. On prend le D qui est au début de Dieu, on le passe à la fin. Et on lit Yehoud. Et on s'aperçoit que Yehoud, qui définissait, comment dire, non pas les Juifs mais les Judéens, c'est une charge religieuse qui est portée directement dans le nom Dieu. Le fait est, c'est qu'eux-mêmes, actuels Juifs, ne le savent pas. Et il y a une quantité invraisemblable de ce genre de choses qui se lisent directement dans la Bible. Si j'avais un papier, je vous écrirais le mot kasher en hébreu. Kof, maintenant vous le savez, Shin et la lettre qui vaut pour R. Vous le lisez en inversant la vision, ça fait C, Kof, pour K, Cher, la lettre S, mais sauf que c'est dessiné différemment, et la lettre R. Donc c'est une forme de lecture directe. On pourrait multiplier les exemples. Là, j'ai pas de papier, donc ça tombe un peu à plat. Mais les exemples sont lisibles, non seulement en hébreu, mais en chinois, en arabe. Ah ouais. Mais oui, et c'est ça qui va être intéressant, c'est quand j'en serai amené à avoir assez de temps pour me consacrer à cela, pour l'un des opus qui va venir, je serai capable de donner en français des acceptions acceptables dans pratiquement toutes les langues de la Terre. Mais ce qu'il faut, c'est que je choisisse les bons exemples. C'est long. Alors ça veut dire que... Donc, je vais donner un autre exemple directement. Les Anglais, on va me dire, ils disent God pour Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dog qu'il faut lire? Bah oui, parce que Hermanubis, c'est l'une des images données à Thoth, à Djehuti-Thoth en Égypte. Et Hermanubis, il est représenté Thoth comme un chien. Maintenant, il faut savoir pour quelle raison. Voilà. En plus, c'est quand même le mot to go avec la lettre D. C'est passer une porte, ça veut dire en ancien anglais. Donc c'est des choses qui ont du sens. Dougo, ah oui. Oui, dog, c'est passer une porte en ancien anglais. Donc il faut bien se remettre dans le contexte et savoir si ces choses ont de la valeur, oui ou non. Alors tu m'as dit tout à l'heure que des gens étaient intéressés par la corrélation entre le Coran, les géants et la construction des pyramides. Ouais. Alors il faut être réaliste. Les djinns, voilà, les fameux djinns. Les djinns, c'est le Lévis. Hein. Bon, d'accord. Donc il faut être clair. Lorsqu'on veut rentrer dans la grande pyramide, il y a deux entrées. Celle dite d'Al-Mamoun,
qui était calife. Qui était le fameux calife Voilà, c'est ça. Musulman qui a fait... Nous, le Gollum, c'est le calife qui veut être le calife à la place du calife. Bon, peu importe, mais on entre si on a une taille humaine ou inférieure. Un géant, il ne peut pas rentrer là-dedans. Dans la vraie entrée, c'est encore pire, c'est 1,17 m de haut sur 1,4 m de large. Aucun géant ne peut rentrer là-dedans, donc exit les géants. En revanche, les nains, bonjour, tout ça, mais on se retrouve confronté à un problème. On arrive à la grande galerie, c'est 8,50 m de haut sur plus de 2 mètres de large. À quoi ça sert sinon à passer d'un endroit à un autre, cette galerie? Il va falloir trouver à quoi ça correspond. Alors j'ai dit très clairement, ce qu'a proposé Jean-Pierre Houdin, ça tombera à plat et je le démontrerai. Voilà. Question votre... Alors, autre question. Oui. On a souvent parlé du lien aussi entre le plateau de Gizeh construit. Alors ça aussi c'est quelque chose d'ailleurs que tu nous fais remarquer dans le reportage qui est très peu su et qui a très peu été traité, c'est le plateau sur lequel sont construites les pyramides elles-mêmes et qui a été apparemment coulé. Alors voilà. Simplement, cette grande pyramide, qui est l'objet des attentions de tous, c'est une construction très spéciale qui se démarque très fondamentalement de toutes les autres. D'abord, on l'a filmé, mais personne ne sait qu'on l'a filmé à part moi, 4 endroits de la pyramide qui ont été marqués par les Anglais au XIXe siècle comme étant les angles, les pointes de cette pyramide. Et il se trouve qu'ils n'ont fait aucune remarque sur la pierre qui accueille ces angles-là, qui est une pierre faite pour clipper les pierres. C'est étonnant, c'est une pierre en relief, et on voit que les pierres d'angle étaient non pas horizontalement placées, mais incurvées de manière à être clippées. Donc on avait bien défini du point de vue architectural dès l'origine ces endroits-là. Première chose. Deuxième chose, probablement pour que cette pyramide ne bouge pas sur la Terre au moment des tremblements de terre. Pour donner un exemple, en 1301, il y a eu un tremblement de terre en Égypte qui a rasé la ville du Caire, gratis. Enfin, je plaisante, mais bon, c'est-à-dire que bon, un tremblement de terre comme ça, quelle qu'en soit l'importance, il va faire bouger, mais la pyramide va suivre puisqu'elle est clippée sur une colline qui fait à peu près 7,80 m de haut et qui est vraiment du calcaire massif. Donc c'est cela, à mon avis, qui a nécessité un clippage externe et interne. C'est-à-dire qu'on a par tout moyen essayé de soustraire cette grande pyramide à l'activité sismique qui est considérable dans cet endroit. Il y a bien une raison à cela. La raison, très probablement, c'est pour qu'elle conserve ses dimensions et que par déduction, on puisse savoir qu'on est en train de nous faire un message mathématique. Là, il y a un problème important, et j'ai dit, lorsque j'étais ici maintenant, que je serais obligé de présenter tôt ou tard une réforme mathématique. Les axiomes sont pour la plupart douteux, je l'expliquerai, dans un langage aussi direct et immédiat, c'est-à-dire accessible pour tous. Je vais donner un exemple stupide mais bien clair. On appelle nombre irrationnel tous les nombres qui n'ont pas de fin en réalité, pour parler clair. C'est-à-dire virgule, machin, jusqu'à l'infinité. Un mathématicien, quand je lui présente mes calculs de proportion sur la grande pyramide, il me dit mais ça n'a aucune valeur parce que ça n'a aucune précision. D'abord, je lui rappellerai que les nombres irrationnels qui tombent tous en congruence dans la grande pyramide, ils n'ont pas de fin. Donc personne ne sait si c'est juste ou injuste comme résultat, mais surtout que il ne faut pas se leurrer. Les gens qui ont fait ces choses-là, ce sont des pragmatiques. Ils vont aller voir ces savants à ma place, ils vont leur dire « machin, tu nous trouves un cercle, un vrai cercle dans le monde incarné, et là on écoutera ce que tu vas dire. » Il n'y en a pas. À part quand on jette une pierre dans l'eau, doucement, ça c'est un vrai cercle. Parce qu'il n'y a pas un moment où il commence, comme nous on fait avec le compas. Et en réalité, on fait une spirale dans le temps, mine de rien. Et ben voilà, la chose est réglée. Si on parle de précision, il faut savoir quand même que l'édifice en question, 31 siècles avant notre ère, avec l'érosion seulement éolienne, avec le sable, il a diminué, il a été usé. C'est pourquoi moi j'ai pris mes dimensionnements, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où le granit était tranquille. Là, il n'y a pas de variation de température dans la grande pyramide. Il peut faire 50 degrés dehors, ça ne changera pas, il fera 29,6 dedans. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de voir les choses ainsi. On ne recherchait pas une précision absolue, c'est un délire. On se borne à quelques chiffres après la virgule, quoique on verra dans les films suivants qu'il y a des chiffres qui sont très massifs après la virgule. Et donc on va être obligé d'admettre que les constantes sont là, celles que j'ai décrites, celles dont j'ai montré que pi moins phi carré, nombre d'or au carré, égale coudée. Et pi divisé par 6 coudées
c'est la bonne mesure, ou multiplié par 5, c'est la bonne mesure. Mais il y en a d'autres de ces constantes qui sont associées. Et là, basta. Terminé, la chose est entendue. Dès lors qu'on a 3 constantes qui sont complémentaires, qui sont concaténées et tout ça, et qui donnent des résultats en termes de constantes exprimées en mètres ou en coudées, des volumes exprimés en mètres, en coudées, en constantes aussi, là, il n'y a rien à dire. Et quand on va retrouver, par exemple, le géoglyphe dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la baie de Paracas, qui s'exprime en mètres et en coudées, là, on va être obligé d'admettre que ce que j'ai dit est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Grande Pyramide qui l'explique avec ces termes. Le fait est, c'est que tout le monde n'est pas habitué à la mathématique, c'est-à-dire l'intuition mathématique. C'est une chose rare. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des matheux, je leur expliquais le truc, ils disaient « je comprends rien ». Bon, ben tant pis, hein, machin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme la musique. Le type, il déchiffre sa partition, il joue, on entend les barres de mesure, c'est pas ça la musique. C'est une forme de liberté supplémentaire qui n'est pas inscriptible parce que c'est trop subtil. Voilà. S'il ne voit pas cette subtilité ou qu'il est enfermé dans un dogmatisme une formalisation des mathématiques, à coup sûr, ça le gênera. On a l'exemple quand même sur le Webb, de Webb justement, qui est prof de maths dans une école de l'Est de la France, et ses élèves, autant que je me souvienne, lui avaient demandé de voir ce film parce que il fallait vérifier ça. Il l'a fait, il a trouvé les mêmes résultats. On aurait pu, puisqu'il y a énormément de méthodes différentes pour obtenir des résultats, moi j'aurais pu le démontrer, tableau, craie et tout ça, et c'est parti. Mais il y a intérêt à suivre, parce que là, il faut vraiment s'accrocher. Toutes les modalités des mathématiques sont collées à la Grande Pyramide. C'est pas seulement ceci ou cela tel qu'on l'enseigne dans les écoles, il faut vraiment avoir ce sens-là. Et tout le monde le possède. Et est-ce que donc le nom de Paris viendrait de Bar Isis, c'est-à-dire la barque d'Isis. C'est une évidence. C'est une évidence, d'accord. Bien sûr, il suffit de regarder l'île de la Cité, qui a la forme d'une barque et qui coule, dans le sens solaire. Donc c'est comme si elle naviguait vers le soleil, cette île-là. Il faut savoir également que le premier édifice qu'on a trouvé dans cette ville-là, à l'époque où elle s'appelait Lutèce, c'est l'hôtel des nautes. Les nautes, c'est des nautonniers, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur un bateau. Donc on a trouvé des figures qu'on trouve aussi en Égypte, mais transposées dans le contexte. Alors il y a autre chose à savoir, c'est que nos druides étaient très très collés aux Égyptiens, prêtres égyptiens. Voilà. Ah oui, il y avait des échanges donc entre les druides et les prêtres égyptiens. Bien sûr, c'est que toute cette communauté, même avec les brahmanes ultérieurs, tous ces gens savants se connaissaient. Ce que je vais montrer dans le film suivant, ça va être l'épouvante. Je vais montrer que, certes, l'équateur penché ne recouvre pas tous les sites, mais tous les sites, ils sont coordonnés. Maintenant, il faut penser comme eux pour le connaître. Voilà. Je donne un petit scoop, allez. Stonehenge est à la même hauteur sur la Terre que Nebra. Nebra, c'est en Allemagne, et on y a trouvé un disque de métal, du bronze, de l'or, et c'est la première figuration réaliste du ciel, en termes d'astronomie. La curiosité, c'est que Nebra, c'est de l'égyptien, Neb, c'est le couffin, le panier, Ra, c'est du soleil. Oui. Or, justement, on trouve le soleil comme figuration principale là-dessus, et on trouve des constellations, et il y a une computation subtile. La première, elle saute aux yeux. C'est que le périmètre du disque de Nebra fait 1 mètre. Il y a un gros problème. Quand même, c'est 27 siècles avant notre ère, au minimum. Donc le mètre est certainement un lien, de toute façon je le démontrerai dans les films, entre l'unité, sans aucune valeur autre que l'unité, c'est-à-dire sans valeur métrologique, mètre, kilomètre, centimètre, pied, yard, on s'en tape. Mais le résultat, c'est qu'il y a un lien entre cela, la coudée, et les mathématiques usuelles. Et les lettres. Et les lettres en elles-mêmes. Mais oui. Parce que les lettres, alors justement... En arabe, c'est évident. Pourquoi les Arabes ont-ils un alphabet de 28 lettres? Ça se lit sur les drapeaux musulmans. C'est la Lune. On appelle les 28 mentions de la Lune, ce sont les 28 jours qu'il faut à la Lune pour revenir au même endroit de l'espace, par rapport à la Terre. Donc, il y a des liens comme ça. Nous, 26 lettres de notre alphabet, c'est parce que la numération hébraïque du nom divin vaut pour 26. Des choses comme ça. Et que c'est en plus le nombre atomique du fer. Parce que les Gaulois ont hérité de l'art du fer.
Ils sont même allés l'exporter jusqu'en Égypte, des choses comme ça. Mais comme on nage dans une fausse histoire, ce que je dis apparaît comme délirant. Alors que c'est moi, ce que je vois de l'histoire qui est enseignée, c'est la plupart du temps totalement délirant. Parce que ça voudrait dire, donc des Égyptiens, ils viennent en France, il n'y a pas de frontière à ces époques-là. Il n'y a pas de frontière, en fait. Il n'y a pas de frontière. La seule frontière réelle, écoutez bien, c'est la frontière entre l'ignorance et le savoir. Une chose que l'on sait, personne ne peut nous la retirer. Premier aspect. Deuxième chose, on n'a plus besoin de croire. On n'est pas assujetti à la volonté de quelqu'un d'autre parce que le vrai, on le possède ou on ne le possède pas. Or, c'est ça qui guide la vie humaine. C'est l'amour du vrai en profondeur. Ceux qui n'aiment pas le vrai, ce sont ça les ennemis du peuple. Voilà. Ceux qui mentent, qui manipulent, comme le Gollum chez nous, ceux-là sont à bannir. Je ne veux pas tuer machin, truc ou bidule. Je dis, ces gens-là sont des malades, ils ne vivent pas. Ils font semblant. C'est des ersatz, c'est du Canada Dry, alors qu'il y a de l'alcool. Voilà. Donc ça veut dire, oui, effectivement, là, il n'y a pas de frontière. Donc en fait, cette civilisation, elle s'installe dans plusieurs endroits, c'est ça ou c'est... Non, elle est partout sur la planète. Elle est partout. Je vais donner un autre exemple. Il y a au nord-est de l'île de Pâques un mont qui est un ancien volcan, qui s'appelle Poike. Oui. Poike. Ça, c'est du hollandais actuel. Et ça a le même sens en hollandais. Donc cherchez en hollandais Poike et vous allez voir que ça correspond à un chaudron à l'ancienne que trimbalaient les marins pour se faire cuire de la bouffe. Et un volcan et chaudron, la base sémantique est la même. Comment se fait-il qu'à l'île de Pâques, on ait un nom comme ça? Alors ce qui est d'autant plus curieux... Un nom des indigènes, bien sûr. Oui, c'est des Rapanouis, puisque ça, voilà. Mais l'intérêt de la chose, c'est de savoir que Jacob Roggeveen, qui est un Hollandais, lui va découvrir ça, et va se dire, mais attends, ces gens-là parlent le hollandais. Mais ça, personne n'en parle, personne ne le dit. Voilà, sous le couvercle. C'est comme un peu ces structures, alors là, les structures incas, comment ils ont fait pour faire ce Machu Picchu à je ne sais pas combien de mètres. C'est là que se pose le problème que j'évoque sans le dire dans ce premier film. Tous les sites de l'équateur penché sont énigmatiques. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ni qui, ni quand. Paf, terminé, il y a... Voilà. On me demande, alors il y a beaucoup de questions, sauterons au dévoilé, allez-vous aborder la question de l'utilisation de l'énergie électrique, voire de l'électronique par la civilisation des bâtisseurs? Ça viendra en son temps. J'ai 7 films, il y en a un qui était l'esquisse de ce que je souhaitais apporter. Mais une petite intro finalement, la révolution des pyramides, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'on est un peu sur notre fin, c'est pour ça. Quand vous verrez le deuxième opus, qui sera entièrement consacré à ce que j'ai découvert, vous apercevrez que l'introduction est littéralement ridicule. C'est-à-dire, on a effleuré la chose simplement pour mettre en place le questionnement qui viendra après. Donc, on a posé globalement. En fait, je vais vous dire plus exactement. Quand on a vu que le Gollum nous pourrissait la vie, le premier opus, normalement, il ne devait qu'être consacré à la Grande Pyramide et à tous ses secrets. Mais là, il y a encore énormément de boulot à faire. Donc, on va présenter ces choses-là au fur et à mesure. Donc, voyant cela, comme il nous avait piqué les droits du scénario, il nous tordait le poignet quand on travaillait. Donc j'ai dit à Patrice, bon, ce tordu-là, de toute façon, il va se faire piéger puisque je vais donner le deuxième travail qu'on va intégrer au premier. Comme ça, s'il veut le voler, il trouvera un os puisqu'il va falloir qu'il prouve que ce qui se trouve dans ce film lui appartient d'une manière ou d'une autre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai décalé les opus de telle manière que, voilà, et en disant, on va remettre de la pyramide dans les autres suivants parce qu'il y a vraiment de la matière et la preuve est là. Tout se situe là-dedans. Si quelqu'un veut l'étudier, il a tout ce qu'il faut dans le premier... voilà. Il suffit d'être attentif à tout. Maintenant, justement, dans le prochain film, je vais m'occuper de ce qui n'est pas congruent dans le contexte qu'on appelle OOPART chez les Américains, c'est-à-dire Out of Place Artifact, ou qui s'appelle, dans mon langage, technisme, c'est-à-dire un truc qui est d'aspect technique et qui n'a rien à faire dans tel endroit à telle époque. Et je vais montrer qu'ils sont tous englobés dans des ensembles cohérents sémantiquement, et qu'il y a une logique de développement de la chose, qui démontre qu'il y a une civilisation antérieure et supérieure à la nôtre, unifiant la Terre, et probablement en contact avec d'autres civilisations. C'est pour ça que ça risque de secouer beaucoup, parce que je vais donner des preuves.
Voilà. D'accord. Bon voilà, on a l'eau à la bouche, hein, on va faire la petite pause en attendant. Alors imaginez-vous que je prenne le risque de raconter n'importe quoi, je serais grillé entièrement. J'arrive à 60 ans pour me griller l'existence, c'est un peu insensé ça. Il faut avoir une logique de la chose. C'est justement, j'ai attendu, et la première chose que j'ai dite à Patrice, j'ai dit, j'attendrai d'avoir 50 ans. J'en avais 48 à ce moment-là. Voilà, j'attendrai d'avoir 50 ans pour faire quelque chose. J'ai pris un peu le pas parce que je m'étais dit, quand j'avais 15 ans, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce travail? J'ai essayé de le démonter dans tous les coins, ça tient debout, et plus je travaille dedans, plus ça me donne des informations. Je me suis dit, je vais avoir ici le mec, le folding de la Grande Pyramide, il a 15 ans, il prétendra que tout a été découvert, ce qui est à peu près vrai. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, j'avais pratiquement tout l'ensemble de ce que vous avez vu dans le premier film. Okay. Simplement parce qu'il y a une intuition à avoir. L'intuition, elle n'est pas entièrement liée à la personne. Je donne l'exemple suivant. Quand je me suis intéressé à l'égyptologie, c'est parce que j'étais en classe de 5e ou 4e, une ânerie comme ça, et qu'on me rebattait les oreilles en disant... Les Égyptiens ont un principe du bien et un principe du mal. D'un côté, nous avons Horus, de l'autre côté, nous avons Seth. Ça fait 8, hein. Enfin bon, je plaisante. Mais il disait aussi, il y a le Nil, sur le côté gauche, c'est les vivants, sur le côté droit, c'est les vivants, sur le côté gauche, c'est les morts, etc., etc. Tout était polarisé. On voit, par exemple, sur les colosses de même nom, il y a un grand nœud qui s'appelle Sematawi, ça veut dire la jonction entre l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud, ou l'Égypte chaude et l'Égypte humide. Bon, des tas de trucs comme ça. Et puis, je me dis, s'ils pensent comme ça, peut-être qu'il faut penser comme ça pour comprendre cette grande pyramide, puisqu'apparemment, c'est à eux qu'elle est attribuée, et ils vivent à côté. Et au minimum, ils ont fait vivre cette pensée-là. Donc je me dis, si ça c'est l'endroit le plus central du monde, comme le disent les astronomes, quel est l'endroit le plus excentré qui correspondrait du point de vue polaire? Et je trouve l'île de Pâques. Et sur l'île de Pâques, polarité parfaite avec des liens très puissants, etc. Je m'étais amusé à laisser entendre cela, beaucoup ont vérifié, ont trouvé cela, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert moi, parce que je me suis attaché à la chose pendant des années et des années. Et quelquefois, alors là, ce qui prend le plus de temps, c'est pas tant la découverte elle-même, c'est là la formaliser ou la formuler dans un langage que tout le monde comprend. Voilà. Et je pense que ça a été conçu comme cela. Donc c'est accessible même avec une pensée pourrie comme celle d'aujourd'hui. Alors on me dit, le sphinx et les pyramides ont-ils une relation, un rapport où les deux constructions distinctes sont-elles distinctes et d'époques différentes? Je pense que c'est... Alors, il y a une différence fondamentale, c'est une forme de secret. La différence fondamentale est très claire. Le sphinx, c'est une statue, c'est-à-dire c'est un bloc de calcaire qui a été façonné, sculpté, pour représenter, comme je l'ai dit dans le film, l'axe Verseau qui était Ange avant et Lion. Donc la chose, ça n'est pas seulement ça, je le dirais dans d'autres films. Alors j'ai eu la remarque que oui, mais je renvoie toujours au film suivant, c'est n'importe quoi, etc. Oui, alors oui, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. J'ai dit, le premier film, c'est un film de Patrice. Je ne me suis pas impliqué plus haut que les personnes qui ont participé. Il y avait d'autres théories, tout ça. Et moi, je dis très clairement, ce que j'avance, ce ne sont pas des théories, ce sont des démonstrations complètes, sur faits, que je peux montrer, etc., etc. Et des raisonnements que tout le monde peut critiquer, attaquer, et évidemment... Voilà, moi, je n'y suis pas parvenu en plus de 40 ans, donc j'imagine qu'il y aura certaines difficultés. Donc, ceux-là n'ont pas entendu, et si je renvoie à d'autres films, c'est qu'on entre dans la partie démonstrative. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on va trouver des choses impossibles à comprendre, parce que ça nous dépasse. Non pas parce qu'on est une intelligence incapable, c'est que les conditions que nous impose la fausse histoire pour comprendre les choses, soit la fausse histoire éclate, et ça va se produire, et auquel cas on voit la vérité des choses telle qu'elle est, soit on continue à essayer de comprendre avec le cadre historique faussé, et là on ne comprend rien du tout. Voilà, moi j'ai mis longtemps quand même, j'ai mis environ 16 ans avant de me libérer du casque, où on est obligé de penser dans l'histoire, dans la religion, dans la politique et tout ça, mais c'est du vent tout ça. C'est un conditionnement comme un autre, on peut s'en libérer, il s'agit d'y penser. C'est-à-dire, est-ce que je pense vraiment de manière autonome? Ça, c'est une bonne question.
Donc quand quelqu'un se pose la question, est-ce que je pense de manière vraiment autonome, aussi bien d'ailleurs en ce qui me concerne, c'est-à-dire la personne doit se prendre elle-même entre quatre yeux et se dit, voilà, je vois le problème tel qu'il est parce que j'ai rien oublié, j'ai rien ajouté, rien retranché, il est là le problème, et qu'est-ce que je peux tirer de cela? Voilà. Maintenant, il est conseillé très vivement de voir les choses dont on va parler. On n'aurait pas parlé, par exemple, du disque de Sabou si on n'avait pas pu le filmer. On l'a filmé malgré les interdits. Il est impossible de filmer normalement dans le musée Mariette. Lorsqu'on a présenté ça à des amis musulmans, on s'est fait vraiment engueuler en disant « Quoi? Vous avez osé dépasser les interdits, vous manquez de respect à l'Égypte, etc. etc. » Bon, ah ouais, ils l'ont mal pris. Hein, oui, mais j'ai dit, entre l'Égypte et la vérité historique et culturelle, que faut-il choisir? Mettez-vous à notre place. Certes, on manque de respect à l'Égypte, mais l'Égypte ne manque-t-elle pas de respect à l'histoire? Paf. Là, ça s'est un peu calmé, parce qu'ils se sont dit, zut, en effet, là, la question est difficile à résoudre. Voilà. Donc ça, on en a rencontré des objections intéressantes, valables même. Mais moralement, c'est le vrai qui dépasse l'ensemble. C'est le bon, c'est le juste, le beau et toutes ces choses-là. Moi, il n'y a que ça qui me motive sur Terre actuellement. Si on doit parler de politique, alors autant sortir les poubelles, c'est pareil. Bon. Alors j'espère que c'est bien réglé tout ça. Voilà, il y a d'autres questions. On me dit aussi, que pensez-vous des squelettes géants et des crânes allongés? Alors les squelettes géants, j'en ai pas moi-même rencontré. J'ai rencontré des squelettes, mais avec des anomalies génétiques avérées dans le squelette, enfin macromégalie, enfin des acromégalies et tout ça. Mais pour ce qui concerne les crânes allongés, il y a deux problèmes qui seront solutionnés dans les films suivants, une fois de plus. Le premier est celui-ci. Est-ce que c'était fait pour imiter quelque chose ou pour obtenir des capacités mentales, psychiques, etc., etc. Et là se pose le problème suivant. Les méthodes de déformation, elles ont été inventées par les modernes sur les affaires anciennes. On n'a pas, à proprement parler, directement des moyens de vérifier si ces méthodes sont exactes. Mais ce que je constate, moi, en tant qu'entre guillemets anatomiste et physiologiste, c'est que la quantité d'os nécessaire pour faire un crâne du double du volume du crâne humain, d'où on la tire. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse des expériences, ça ne se peut pas évidemment. Mais ça me pose problème. C'est-à-dire que, grosso modo, quand j'ai calculé, moi, le volume des crânes qu'on trouve au musée de Ica, au Pérou, c'est 2 fois le volume du crâne humain habituel. C'est-à-dire, on passe à 23 000 cm3. Et ce qui veut dire que... 2300, je suis en train de délirer. 2300 cm3. Non, mais ce qui veut dire que... Parce que cette technique avec, soi-disant, des pierres qu'on mettrait... Ça, c'est possible. Moi, je ne l'affirmerai pas. Il est possible que ce soit ça, mais il n'est pas sûr non plus. Et d'autre part, on a quelques crânes qui portent à questionnement profond, à savoir qu'ils n'ont pas la même conformation que le crâne ordinaire. C'est-à-dire, on a 2 plaques ici, le frontal, etc. Ben voilà. Donc quand on les a dans les mains, on se dit là, il y a un problème sérieux. Quand on les voit sur Internet, on se dit là, il y a un autre problème sérieux, on fait prendre des vessies pour des lanternes, mais quand on voit la masse crânienne et qu'on cherche si c'est du montage et tout ça, là on se dit, là il y a un problème. C'est pas un crâne humain ordinaire. Mais moi je le sais, puisque je suis allé sur place vérifier certaines choses, il y a d'autres types humanoïdes très proches de l'humain qui ont existé et dont on trouve de temps à autre des... Voilà. Donc on verra ça le moment venu quand on en traitera, puisqu'on traitera de tout en réalité. Et on a trouvé des crânes aussi en Égypte, des crânes allongés comme ça Bien sûr, il y en a plein. Tout le musée d'Aswan, c'est une merveille ce musée. Il faut y aller, même si c'est, isolé et tout ça. Il faut y aller parce qu'on voit des merveilles de sculpture qu'on ne verra nulle part ailleurs dans le monde. Une précision diabolique sur des pierres très très dures. C'est un peu comme le crâne de cristal, sauf que c'est multiplié par 300-400 pièces, et c'est des visages de type humain. Et ça, c'est une légende ou pas, ces crânes de cristal? C'est un autre sujet. Et pour moi, il y en a un qui est à peu près correct, les autres, c'est presque foutaise. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Il y a d'autres questions, à mon sens, plus importantes. Alors, pose-lui cette question hyper importante. Que savez-vous du Poimandres et d'Hermès Trismégiste? Alors Hermès, c'est la version de Gérotitote des Égyptiens à la manière des Grecs. En fait, le mot Hermès, curieusement, c'est un mot égyptien. Ça veut dire le maître de la lune.
En fait, si je traduis bien, le régent ou le tuteur de la Lune. Alors maintenant, quand on sait que son nom transposé chez les latins, c'est Mercure, allez voir des photos de la Lune et de Mercure côte à côte et vous allez comprendre quelque chose. Et quand vous verrez dans les films prochains la relation qui unit la planète Mercure à la Lune, du point de vue astronomique, alors là, vous allez en tomber de très haut. Tous les trolls vont être sacrifiés sur l'autel de la vérité. Pour moi, ça va me faire un grand plaisir. Soulager le monde de cette bande d'ahuris, ça sera pas mal. Alors, il y a ça. Maintenant, Poimandres, c'est le bon pasteur, mais c'est presque pas du grec dedans. Il y a beaucoup de jeux de mots, en égyptien. Voilà. Donc, je dis, attention, c'est comme la table d'émeraude qui est prêtée à Hermès, c'est un texte codé, c'est-à-dire kabbalistique. Alors c'est rigolo de dire kabbalistique, ça veut dire, qu'on doit à un cheval. Or, il n'y avait pas de chevaux en Égypte. Donc on va se poser la question de savoir pourquoi cela. On se référera, auquel cas, à la constitution humaine qui est donnée par les Égyptiens à l'être humain, justement. Le K, le bas, et la lettre L, l'ordre entre ces deux-là. C'est ça qui fait la chose. Or, si on le traduit de manière directe et immédiate comme je le fais, c'est l'adéquation du comportement à la pensée subtile. Voilà ce que ça devrait vouloir dire. Or, c'est exactement ce que fait le vocabulaire ancien, originel par rapport au vocabulaire actuel. Ça remet les choses en place selon le plan général du sens dans l'univers. Parce que ce que l'on cherche, qu'on le veuille ou non, dans l'univers, c'est le sens. Tout a l'air ordonné, harmonieux, etc. Et on dit, ben non, personne n'a fait ça, c'est le hasard. D'accord, mais vous essayerez le hasard, par exemple, jouez aux échecs au hasard, vous allez voir les résultats. Hein. Faites la vaisselle au hasard, tiens, mettez du sel à la place du savon, qu'est-ce que ça a donné? Bon, et on va changer, à la place du sel, on va mettre du sable, peut-être on aura des heureux... Bon, je veux dire, ça tient pas debout. Maintenant, ça n'oblige pas à croire à un dieu barbu et tout le bazar, et le dieu des institutions. Mais on est obligé de dire, il y a quelque chose qui nous dépasse, et il y a un ordre. Il y a un engagement de tout à travers tout. On est tous réciproquement responsables de nous-mêmes, parce que si on réfléchit un petit peu, nos parents, leurs parents, etc., ça nous amène à une origine qui est totalement inconnue, et que personne n'explique, personne ne donne... Il n'y a que la Bible qui dit il y a Adam et Ève. C'est bien, Adam ça veut dire l'indomptable et Ève la vie. En effet, la vie est indomptable, mais c'est un couple. On pourrait décomposer cela parce que les anciens l'ont fait directement dans la chair des mots. Mais j'en viendrai petit à petit expliquer ça, parce que c'est déjà, même à raison de plusieurs cours par semaine, et de manière suivie pendant des années, même ça, c'est pas évident. Parce qu'on est formé dans une contrainte adverse. On est formé à comprendre les choses de manière linéaire, alors que les anciens connaissent de manière globale. J'aurais dit organique. Nous, on va, faire des jeux où le domino, par exemple le dominé, eux, par rapport au domino, ils jouent aux échecs. On voit qu'il y a une différence considérable de niveau. C'est ça le problème, et tant que je ne suis pas parvenu à faire entendre ma pédagogie, parce que c'est le premier film, hein, on n'a même pas lu les bouquins, on critique comme des malades. Bon, moi je veux bien, là, tous les gens qui font des critiques, je veux bien qu'ils viennent sur le terrain, on va bien rire, on va dire, voilà si c'est connaître ou pas. Voilà. À un moment dans le documentaire, il fait allusion à deux murs, où Pharaon, sur le premier, présenterait à son fils la liste des souverains qui les ont précédés. Sur le deuxième, il ferait allusion aux grands anciens qui auraient construit la civilisation. Pouvez-vous nous en parler? Alors, il y a en fait 3 catégories d'individus et 3 zones. Ça, c'est Manéthon, c'est-à-dire le seul Égyptien qui ait donné aux Grecs des indications sur la succession historique des dynasties. 31 dynasties en 31 siècles d'Égypte. C'est pas mal, mais il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes dynastiques, parce qu'il y a des familles qui en excluaient d'autres, etc. Et tout ça est resté relativement obscur. Mais ce que l'on doit reconnaître, c'est que Manéthon, il donne une chronologie dynastique très précise, qui va sur 365 000 ans et 23 mois. C'est curieux, ça correspond à une année. Une année, ouais, voilà. Déjà, si on comprenait ça, on s'apercevrait qu'il propose des choses kabbalistiques. Quand on a des choses doubles, c'est qu'elles sont à entendre sur le modèle mercurien. Ça, c'est une chose qui relève, quand je dis Gigal, si on venait là, tiens, je lui proposerais des textes, et je lui dirais, vas-y ma grande, traduis.
Et je lui ferai la correction après, comme je la ferai à n'importe quel égyptologue qui ne comprend rien à l'Égypte et à l'hiéroglyphie. Parce qu'on ne comprend rien à cela. Je vais donner comme exemple que j'ai déjà offert plusieurs fois. On prend les textes qui ont paru sur la traduction de ce qui est sur l'obélisque de la place de la Concorde, qui était à Luxor avant. Eh bien, toutes les traductions sont différentes. Comment ça se fait? Le sens n'y est pas. Et on voit Gérard de Nerval qui dit « Moi, j'ai voulu étudier l'hiéroglyphie, j'ai étudié avec truc, avec machin, avec bidule, aucun résultat valable, donc j'ai cessé. » Voilà. Il y a l'abbé Affre, qui était, chanoine à Amiens, qui a fait paraître un bouquin qui démonte entièrement la manière dont Champollion lit l'hiéroglyphie. Et pourtant, c'est ça qui fait, on va dire, office. Ah, c'est curieux, on lui a dit de se taire et qu'il aurait une rente, et en même temps, il serait archidiacre à Paris. Ça s'est fait, en effet, voilà, les choses sont comme ça. De la même manière, certains égyptologues se sont vus intimer l'ordre de ne plus parler des Égyptiens monolâtres, parce qu'en réalité, les Égyptiens sont des monolâtres, c'est-à-dire ils n'adorent, entre guillemets, qu'un seul dieu. Oui, en fait, ils sont monothéistes, c'est ça? Ah oui, monolâtres. Non. Ah, c'est quoi la différence? Ils sont polythéistes parce qu'il y a beaucoup de dieux qui sont présentés, mais ils ne croient qu'en un seul Dieu créateur des autres. Et celui-là, on n'en parle jamais. Mais il est dit comme étant... c'est Champollion qui dit, son vrai nom, c'est Djerotitot. Et on n'en parle jamais parce que rien ne peut le décrire. Donc ça, c'est dans un bouquin facile à trouver, le Panthéon égyptien. Voilà. Alors la difficulté pour le citer, c'est qu'il n'est pas folioté, il n'y a pas de numéro de page. En revanche, il faut tenir compte des formes et des couleurs, parce que ça aussi, ça parle dans la manière d'écrire des Égyptiens. Telle couleur codifie tel état, etc. Et tout cela, c'est par strate. On ne comprend que quand on met dans la bonne strate. Ainsi, pour faire un exemple simple, vous avez le soleil. C'est un cercle pointé. C'est intéressant parce que le cercle, c'est une ligne, le point, c'est un point. Or, c'est les deux zones, si je puis dire, de la pensée mathématique et géométrique. On peut se dire, le point en mouvement, ça va faire une ligne et tout ça. Donc là, on va pouvoir réfléchir. Et le centre de la géométrie, c'est le cercle pour les anciens. Mais si on prend ce cercle pointé dans le domaine médical, ça va représenter le cœur, c'est-à-dire la chose la plus isolée, centrale et nécessaire à la vie. Si on est dans le contexte astronomique, c'est le soleil. Je rappelle que soleil, c'est anagramme de isolé. Est-il isolé ou non, le soleil? C'est un astre? Oui. Astre et être, c'est le même mot en ancien français. Un âtre où on fait du feu, c'est le feu de l'astre, pareillement. La différence, c'est que... Enfin bon, je n'arrêterai pas. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une méthodologie à connaître qui permet de prendre le sens des anciennes langues sans trahir quoi que ce soit. Je ne modifie absolument rien. Tout à l'heure, j'ai fait l'anagramme de Dieu. J'aurais pu le faire. Moi, par exemple, je traduis mieux les textes en hébreu d'origine biblique que l'hébreu moderne, pour la raison que c'est entièrement falsifié, l'hébreu moderne. Alors, l'hébreu moderne, tu me dis que c'est une langue qui a été inventée en 1850. Ça, à l'origine, l'hébreu n'est pas une langue, c'est une écriture. Voilà. C'est l'araméen qui est une langue. Maintenant, les relations entre les deux, elles ne sont pas exactement connectées parce que l'histoire a fait son travail de désagrégation et tout ça. Bon, l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu moderne, point barre. Il n'y a pas essayé de trouver de l'hébreu ancien dans l'hébreu moderne. Voilà. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux langues qui ont été complètement... Et puis ça se sait. On sait que l'écriture hébraïque, avec plein et déliés, ça s'appelle écriture assuri, c'est-à-dire assyrienne, pour être clair. Et en fait, on entend H, W, R, Y. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le secret de la chose, mais je l'expliquerai dans les films. On voit comment les anciens ont constitué la langue d'origine qui s'est brisée avec l'histoire de Babel, babillage en français, on commence à dire n'importe quoi, bégayer aussi, etc. Par exemple, on dit ton blaze. Oui, blaze, ouais. Blasonner, c'était montrer par des images le contenu de quelque chose vocalisé. C'est-à-dire, c'est une pratique à l'égyptienne, hiéroglyphique. Glyptique en réalité. Mais blaiser, en ancien français, ça veut dire bégayer, être incapable d'exprimer quelque chose. On voit que tout ça, c'est lié. Donc, tôt ou tard, il va bien falloir admettre cela, qu'il y a une construction du langage, comme il y a une construction de la physique, de la chimie, etc. Voilà. Que pensez-vous des correspondances mises en évidence par David Percy entre le site de Sidonia, planète Mars, et Silbury en Angleterre? Alors, c'est très bien fait. Il y a
une quantité de données parfaitement exacte. Mais avant d'en avoir la démonstration absolue, il faudrait que j'explique Stonehenge et le site de Nebula en même temps et leur relation avec l'équateur penché. Donc je donnerai mon opinion étayée, démontrée, etc., au moment où ce sera possible, parce qu'il y a une montée en puissance que je ne veux pas d'abord stériliser en donnant les éléments constitutifs et surtout pas fausser. Quand je donne des informations, on a la moitié des gens qui partent à côté du contenu, qui ne l'ont pas compris dans le sens dans lequel je l'offre. C'est parce que cette mentalité n'est pas encore... Voilà. En réalité, j'ai plus de résultats auprès des intuitifs et des artistes, même peu instruits des sciences, tout ça, que chez les gens qui raisonnent. Voilà le problème. Ils raisonnent comme un tambour, c'est-à-dire c'est creux. Ils ont des habitudes mentales, ils n'en sortent pas. Bon, bah, tant qu'ils ne sortiront pas de ces habitudes mentales, ils ne saisiront pas vraiment ce que sont les mathématiques. Je ne donnerai pas d'exemple là, mais c'est les mathématiques et leur écriture actuelle qui enferment les physiciens. C'est quand même catastrophique. Et on préfère faire taire les faits que de casser les théories. Tout ça, certainement, parce qu'on se dit, si on casse la théorie, notre crédibilité va se retrouver affectée, on ne voudra pas donner de l'argent. Mais quand on donne de l'argent aux savants de nos jours, c'est comme si on donnait de l'argent pour la guerre. Hein. Enfin bon, c'est une opinion. Et je sais ce que je dis, et j'étais bien placé pour le savoir. Enfin bon. Alors, je vois, vous allez sortir prochainement un livre sur Fulcanelli. Fulcanelli, pouvez-vous en parler? C'est un petit peu hors sujet, mais Fulcanelli, ces bouquins, les deux, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales, sont le modèle parfait du bouquin moderne sur le modèle ancien. C'est-à-dire que c'est entièrement crypté-codé, mais avec une élégance, une limpidité de l'utilisation de la langue française qui laisse estomaquer. Moi, ça fait quand même quasiment une vingtaine d'années que je donne des cours sur les contenus kabbalistiques en alchimie et dans d'autres domaines. Eh bien, chaque fois que j'ai fini, je reprends la lecture, mais je donne d'autres éléments. Parce qu'il y a des couches en grande quantité. Et les personnes qui ont entendu depuis le début, parce qu'il y en a, savent qu'à chaque fois, je vais donner un élément supplémentaire. Parce que c'est extrêmement vaste, riche, protéiforme. Et cette lecture, moi je l'ai rapidement, j'ai même pas besoin de relire, mais tout le monde ne possède pas cette habitude. Moi j'ai commencé, mon grand-père a commencé à me mettre le nez dedans vers l'âge de 7 ans. Voilà. Avec des questionnements, des conditionnements particuliers, des orientations, etc. C'était très amusant quand on le fait. Sur place, quand j'étais jeune, c'était presque un jeu. Mais j'ai compris que mon grand-père maîtrisait à fond heureux celui qui joint l'utile à l'agréable. Ça c'est bien, si on enseignait comme ça, ce serait génial. Voilà. Bon, on n'en est plus là. Alors je parle de Fulcanelli. Fulcanelli, peut-il faire des liens entre les pyramides égyptiennes et le... Attends, il faut que je termine sur Fulcanelli. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, et je le divulguerai très clairement, mais pas maintenant, qu'il y a un lien entre les Fulcanelli, le livre qui n'est pas sorti, qui s'appelle Finis Gloriae Mundi, et la révélation des pyramides. À savoir, ça peut se justifier maintenant, les personnes qui sont instruites de toute cette histoire complexe, eh bien, qu'elles sachent que le frontispice du mystère des cathédrales montre les pyramides. On pourrait s'attendre à une cathédrale, ben non. Ça montre cornu d'un côté, crâne de l'autre, corbeau, cornu, tiens. Bon. Et des pyramides avec quelqu'un sur la patte avant droite qui observe ou qui est en dessous d'une étoile. Donc ces choses-là sont curieuses dans un premier temps, mais le mieux c'est que les personnes, il y en a eu 2 qui les ont vues, plus moi ça fait 3, qui ont vu le frontispice créé par Fulcanelli pour l'édition qui devait se faire du Finis Gloriae Mundi et qu'il a reprise cette édition. Eh bien c'est encore les pyramides. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai parlé de pierre humide. En alchimie, la pierre humide c'est parler de soufre et mercure, c'est-à-dire élaborer, si je puis dire, une dialectique très particulière, puisque pyre en grec ça veut dire feu. Et feu, ça n'a rien d'humide. Si, en alchimie, oui. La preuve, le sang est chaud. Ça, c'est la preuve de l'alchimiste. Il dit, étudie le corps, tu verras qu'il est entièrement tourné vers la fabrication de chaleur pour que le sang ait les propriétés qu'il possède.
Je vais donner d'autres exemples que je donne dans une vidéo que j'ai faite avec Patrice. On va faire le volume 2D que possible. C'est très difficile pour nous de financer cela, compte tenu des difficultés qu'on a avec le Gollum. Mais dans le premier, j'avais donné des exemples dans le calendrier. J'avais dit, vous voyez, le mois de février, c'est un mois, c'est le dernier mois de l'année astronomique, et il a 28 jours, c'est-à-dire la lunaison. Or, c'est dire que ce mois-là a une importance, parce que c'est la lunaison qui est figurée, dans la santé, puisqu'en réalité, c'est la lune qui fait la santé ou la détériore. Et je donnais comme preuve l'acrologie, qui est une formalité très fréquente en Égypte. Alors là, pour Gigal, elle ne va pas suivre, c'est dommage pour elle. F pour foie, E pour estomac, V pour vessie. Alors, foie, estomac, vessie, ça fait bien un triangle point en bas, qui est l'emblème, le glyphe égyptien pour l'eau. Or, il faut commencer par drainer l'organisme par le système lymphatique pour qu'il perde de l'eau inutile pour pouvoir la renouveler. Et après, on remonte en faisant un triangle inverse avec, on a fait fève là, nous sommes d'accord. Foie, estomac, vessie. Et après, on va remonter avec R, rein, qui sont doubles, comme les nains, I, intestin, E, c'est pour le pancréas qui s'appelait avant épigastre, et R pour rate, pour terminer. Et en effet, le dernier moment de l'épuration organique, c'est la rate, puisqu'elle fait partie, grosso modo, du système lymphatique. Le mot sel qu'on trouve dans l'alchimie, c'est S pour soleil et L pour lune, ou encore solide et liquide, etc. Toute cette manière de voir les choses, si personne ne la transmet, ça va se perdre, et c'est l'héritage des anciens qui se perd. Je rappelle que l'alchimie, c'est un héritage exclusivement. On n'a rien à ajouter, comme le font Patrick Rivière, Patrick Burensteinas et autres zozos. On n'a rien à retirer, comme le font Patrick Rivière, etc., etc. On doit respecter cet héritage. Et le meilleur moyen, c'est de faire connaître les choses et montrer et faire vérifier que ça vient bien de là et pas d'ailleurs. C'est pas de l'imaginaire ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand on dit solide et liquide, ça rejoint la phrase, l'expression latine solve et coagula, c'est-à-dire dissous et coagule. Parce qu'en réalité, la force de la création dans l'univers, c'est la mort nous dissout corporellement. Elle ne change rien à la conscience ni quoi que ce soit, mais ça, je l'expliquerai dans les films. Et en revanche, la naissance nous coagule. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un inverse inclus là-dedans. L'enfant, il est presque que de l'eau, alors que le vieillard sera presque de la pierre, cassable et tout. Donc on voit que c'est quand même une science subtile. Je donnerai un autre exemple parce que les personnes qui ont acquis cette vidéo pourraient se trouver en doublon. Le mois de mai, le mois de Maïa, la maman d'Hermès. Ça renvoie à l'intelligence selon Hermès, qui devrait s'appeler intellect. M, c'est une acrologie encore, c'est pour mémoire, c'est le passé. A, c'est pour attention, c'est le présent. I pour imagination, pour le futur. On voit quand même que c'est des gens qui savent réfléchir et formaliser des choses très particulières, surtout que le mois de mai, du fait de sa position dans le printemps, montre que c'est fécond et ça fait vivre. La mémoire, l'imagination, l'attention, c'est ça qui fait vivre l'intellect, il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs chez les psychanalystes, les machins, les trucs, il n'y a rien d'autre. Voilà. Après, quand je dis intellect, il y a une raison, parce qu'il y a 8 formes de l'intelligence, et c'est enseigné dans les bouquins hermétiques. Sauf qu'il faut les lire correctement. Et c'est là où on dit le poïmandresse. Mais ça n'est que des jeux de mots entre le grec et l'égyptien. Donc on ne lit qu'une toute petite partie, on lit la surface, on surfe sur les choses. On prétend parler de la mer alors qu'on ne voit que la surface. C'est un non-sens. Bon. Et donc, cette fameuse, cette fameuse théorie des Égyptiens qui débarquent dans les Alpes-Maritimes sur la baie des Anges. Ça a du sens? La baie des Anges, c'est pas vraiment les Alpes-Maritimes, mais peu importe. Mais que les Égyptiens soient venus en France, ça ne fait aucun doute. Ne serait-ce que ici, les Moulineaux, Paris, des choses comme ça. Et il suffit d'aller, par exemple, en Normandie, il y a des noms de villes qui sont du pur égyptien. Et il suffit de voir la carte de l'ancienne Égypte et de comparer, et vous trouverez par vous-même, et vous serez sûr. Pour moi, il y a 3 formes d'enseignement. La meilleure, c'est celle qui donne du plaisir, de la joie. Il y a l'autre, c'est la douleur, la répétition. La joie et le plaisir, c'est découvrir par soi-même. Et il y a celle qui oblige à tout peser. Ce sont ces deux-là que j'estime être manquantes à l'appel.
Oui, voilà, on parle les pyramides du Japon, évidemment, de Yonaguni, ça tu as... Yonaguni, c'est pas du Japon, c'est le maritime. L'intérêt Oui, de Yonaguni, donc on a sûr. rencontré le professeur Kamura, mais ça ne se voit pas dans le film, on l'a interrogé, homme charmant, gentil, savant et tout ce qu'il faut. Et on lui a posé toutes sortes de questions et on a gardé cela parce que son opinion nous intéresse. Mais moi, j'ai un point de vue tout particulier que j'ai évoqué auprès de lui et qui lui a fait changer sa direction d'études. Curieusement, à partir de ce moment-là, il a comparé les contreforts de Machu Picchu à Yonaguni. Et c'est une bonne manière de voir. Okay. Je dis cela pour une raison simple, parce qu'on pense que Machu Picchu c'est très élevé dans les montagnes. Certes, c'est très élevé, mais il y a eu une époque où les Andes étaient à hauteur de la mer. Voilà. Ah, donc parce que alors par contre, comment dire, j'ai envie de dire, tu vas complètement affirmer le fait de ce qui est dit l'histoire officielle que Machu Picchu a été construit pendant la colonisation espagnole. Ben de la même manière qu'on dit abusivement que Sacsayhuaman a été une construction sous la royauté de tel Inca. Tout ça, c'est des foutaises. Une fois de plus, on ne sait pas dater ces choses-là. Dans mon bouquin, je me marre parce que je dis, vous allez dans telle cathédrale, vous trouvez des dalles avec l'écriture, ici est inhumé. Est-ce que ça veut dire que le mec qui est inhumé là-dedans a construit la cathédrale? Absolument pas. En Angleterre, à Stonehenge, on a trouvé des débris humains. On a estimé qu'il y avait eu 230 personnes pour faire ce site. Non mais on rêve. La vérité, c'est que dans les campagnes, mon grand-père m'a expliqué, les gens qui n'avaient pas les moyens de se faire inhumer avec une tombe dans un cimetière, etc., ou qui étaient en bisbille avec l'église, ils prenaient un endroit facile à mémoriser pour la famille et ils se faisaient enterrer en dessous, point barre, c'est tout. C'est à partir de la Révolution où l'inhumation était obligatoire dans les cimetières, etc., quel que soit le prix, que les choses ont changé. Mais non, avant, on trouvait un endroit très clean, tout ça, c'est comme les trésors, on laissait ça pour mémoriser, on disait, tu vois, il y a 3 pierres qui suivent vers le nord, ben, c'est la 2e, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Alors, je veux insister sur une personne que j'estime beaucoup, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette intelligence vive, pour cette modestie, c'est Howard Crowhurst, qui est un Anglais qui s'est installé dans la région de Karnak et qui a travaillé la géométrie de Karnak et il est tombé sur les mêmes conclusions que moi à Karnak, donc il n'y a pas moyen de se tromper, c'est la même science. J'ai rencontré également une personne que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, salut Chantal, Jeges Volkevies, qui elle a 2 doctorats, je crois me souvenir, et qui a été littéralement marginalisée par la science, mais elle a fait, grâce à son mari médecin, une étude approfondie de tous les sites rupestres qu'on trouve en Europe avec des peintures. Et c'est aperçu qu'ils sont tous orientés selon des constellations, etc. Et que les animaux qu'on trouve, ce ne sont pas des animaux pour la chasse, mais représentatifs des anciennes constellations. Or, ça a été fait pendant la période qui a suivi le cataclysme précédent. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais apporter mes preuves au fur et à mesure, tranquillement. Voilà, d'un bout à bout. On me dit c'est un peu énervant, lui il comprend tout, mais nous on comprend rien, mais c'est normal, pas très pédagogue. Attends. Je suis d'accord, j'accepte la critique. C'est Nicolas. Mais parce que je dois répondre à toutes les oreilles. Il y a des gens qui ne comprennent rien parce que leur habitude c'est de gober les choses. Ça nécessite, c'est comme les sports, il faut s'y mettre petit à petit et plus ça ira, plus on comprendra. Parce que pour comprendre, il faut avoir des objets qui permettent la compréhension. Et ces objets-là, il faut d'abord les acquérir. Je vais prendre une attaque sérieuse, je vais lui dire, tu lis le français, tu as les mêmes lettres en allemand, en anglais. Est-ce que tu comprends l'anglais et l'allemand? Non. Parce que c'est pas exactement la même chose qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, il faut s'intéresser au contexte et tout ça et prendre des habitudes de recherche. Il y a toutes sortes de choses à comprendre. La recherche, quelle qu'elle soit, elle nécessite d'abord d'amasser un grand nombre de faits et de trouver un ordre dans ces faits. Pas l'imposer, le trouver, le découvrir et justifier tout cela, etc. Ça a une fécondité parce que ça permet de prévoir ce que tu peux trouver après. C'est ce que j'ai fait pour les zooparts, c'est-à-dire les technismes. Et on va voir que c'est un gros délire. C'est extraordinairement structuré, fort puissant, etc. Alors, on me dit, l'énergie est dans le son des mots. Qu'en pensez-vous? C'est en partie vrai. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on va en Inde, on voit que les personnes portent au milieu, entre les yeux, un petit point rouge. Oui. Généralement, ça figure, pour une femme, le fait qu'elle est mariée. Oui. C'est-à-dire, elle a donné
sa vie littéralement à son mari. Mais la réalité est un peu différente. Ça figure le soleil que j'ai montré. La face serait le cercle et ce point-là, le milieu du cercle. C'est-à-dire qu'elle est centrée dans la vie sociale. Voilà ce que ça veut dire. En réalité, ça dessine autre chose. Dans notre alphabet, la lettre N est au milieu de l'alphabet. Le milieu, donc, c'est N, parce que ça tourne. La dernière lettre, c'est Z. C'est la même chose qui aura tourné. Et cette lettre N, elle se prononce non pas N comme maintenant, mais N. Comme ça. C'est comme ça que les anciens prononçaient. Et ce type de prononciation qui fait vibrer les sinus, comme ça, permet d'engendrer un champ vibratoire très particulier qui a des capacités de remise en ordre métabolique et physiologique. C'est donc une médecine. Donc les anciens avaient élaboré des mots dont les impacts avaient une activité médicale certaine. Ça faisait des chansons rythmées. Par exemple, on dit « Ah, les grosses pierres, tout ça, l'île de Pâques ». Je dis très clairement, c'est un travail de marin, l'île de Pâques. C'est-à-dire, les marins chantaient dans les forts. Quand on rame, « Oh, oui, et oh », on rythme la force qu'on acquiert à l'inspiration. Ça crée l'égrégore d'un mana, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une force qui est autonome, mais qui est liée au psychisme des personnes. En Afrique, exactement. Au Bénin, par exemple. Voilà, au Bénin. C'est fabuleux. Voilà. Les gens qui connaissent bien l'Afrique, ils savent que le Bénin et le Brésil sont extrêmement liés culturellement. Tout à fait. La capoeira, c'est un art de combat béninois, par exemple. Mais est-ce qu'il y a eu un déluge? On peut parler d'un... Absolument, il y a eu des déluges. Des déluges. Voilà. Et on retrouve la trace des déluges sur les pyramides, c'est vrai ça? Non, je vais être très bref. Il y avait deux régions, celle qui s'appelait la région à un fleuve, Égypte, et la région à deux fleuves, Mésopotamie. Voilà, ce qui est du grec qui veut dire entre deux fleuves. Donc les gens, à cette époque, ils s'étaient développés surtout dans cette zone-là du Moyen-Orient. Il y avait une zone, l'Indus, l'autre le fleuve Jaune, l'autre l'Orénoque, l'autre l'Amazone, etc., etc. C'était la civilisation intermédiaire de rattrapage après la période où tout le monde était dans les grottes, pour des raisons d'incapacité à aller à l'extérieur sans grand danger. Bon. Eh bien, à ce moment-là, il y avait des déplacements entre la zone à un fleuve et la zone à deux fleuves. Et cette même civilisation, qui existait en Chine, en Amérique du Sud et tout cela, savait qu'il se pourrait qu'il y ait une réplique supplémentaire de ce cataclysme. Ce qui arrive. Bon. Et on repasse 2 fois dans la même zone, 2 fois on a un accident. Hein. Tu as une pluie de machin à un endroit, tu repasses sous la pluie, t'en prends pareil. Bon. Et ils avaient conçu donc des grandes pyramides dont l'objectif, sensiblement parlant, était de faire transiter le savoir au-delà de ces périodes-là. Donc, ils avaient fait des montagnes en terre cuite chez les Babyloniens, parce que toute cette zone-là, c'est de l'argile. Les ziggourats, c'est ça? Ziggourate. Et la ziggourate, qui a été exportée de Babylonie en Égypte, s'appelle Saqqara. C'est-à-dire, c'est le même mot, mais prononcé différemment. Ça veut dire, grosso modo, montagne de terre cuite. Donc on ne va pas se casser la tête avec ça, donc c'est très clair. Et en fait, ça se tient dans le lettrage emblématique dont je parle, moi. S et Z, c'est une prononciation en réalité qui n'est pas correcte. C'est ni S ni Z. On a ça dans le quechua, par exemple, ou en arabe, dans certains mots arabes. En quechua, on a K, comme ça, normalement on a K, et on a K, comme ça. Ah, ouais, voilà. Tout le monde n'est pas capable de faire ça avec sa gorge. Ouais. Voilà. Et en plus, on a K, c'est-à-dire KH ou K avec une... Comme en arabe? Oui, exactement, c'est la même langue, ce sont les mêmes langues. On avait les mêmes choses en hébreu, etc., en égyptien et toutes ces choses-là. Et on avait la même chose chez les Chinois. On avait 4 niveaux de prononciation qui correspondaient à la terre, à l'eau, à l'air et au feu. Donc ces choses-là, elles se vérifient. Ceux qui connaissent un peu les Égyptiens, ils se souviendront du pilier Djed. Le pilier Djed, tous les ans, c'est le remettre droit pour qu'il reparte faire son tour annuel. Enfin bon, sans rentrer dans les détails, ce sont les éléments. Parce que tout est coordonné par les éléments. Et c'est vrai. Si on regarde la Terre, il y a la Terre sèche, mais en moindre quantité que l'eau, qui est l'élément qui vient après. En plus grande quantité que l'eau, c'est l'air, c'est l'atmosphère qui recouvre tout. Et en dernière quantité, c'est le soleil.
Donc on a la terre, l'eau, l'air et le soleil dans l'ordre des éléments tels que fournis par l'alchimie. Voilà. Et voilà. Quand on voit un individu humain et qu'on réfléchit comme ça, on cesse qu'il respire. Ça dure quoi? 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, et il claque, après terminé, il est mort. Il n'a plus d'air. On lui enlève l'eau, en 1 semaine, déshydraté, il peut mourir. En 2 semaines, c'est fait. On lui enlève la nourriture, il peut durer 2 mois. Et on voit qu'il y a une hiérarchie, là encore. Mais lorsqu'on lui enlève l'étincelle de vie, cette chose qui est de la nature d'un feu qui oblige, il meurt instantanément. Voilà. Ça, il faudra l'admettre quand on sera assez développé pour comprendre comment ça fonctionne. On a d'autres possibilités d'exposer tout cela, c'est le monde chimique. On a des produits tétravalents, trivalents, bivalents, monovalents. Mais ça correspond, quadrivalent c'est le carbone, etc., etc. Donc si on sait faire ce travail, qui ne demande pas un savoir extraordinaire, mais il faut être comme les anciens, c'est-à-dire non pas spécialisé dans une bricole, mais spécialisé dans tout. Alors, la vie sportive d'un cerveau, c'est de s'intéresser à tout le temps. Voilà. On me dit, oui. Y compris en breton, le ch se prononce comme kha, le k en arabe, avec un r dans la gorge et le son k et r. C'est exact. D'accord. Eh ben, je défie quiconque actuellement de prononcer tel qu'à l'origine le mot Karnak. C'est Karnak. Non, on était loin. Ah bah ouais, je dis bon. C'est pratiquement imprononçable, parce que pour bien le prononcer, il faut comprendre la valeur de la lettre N qui est dedans. Il n'y a que cela qui, si c'est connu, permet de le prononcer. Mais ce mot-là, il a, je le dis très clairement, une incidence sur la gravitation. Une incidence sur la gravitation. Eh oui, parce que si tu l'analyses, c'est C-N-R en petit C. Karnak, crâne, ça a quelque chose à voir. Par exemple, les gens qui gravitent, les gens qui font de la lévitation, ils ont quelque chose de particulier dans le traitement nerveux, électrique, si je puis dire, de l'activité crânienne. Ce sont des choses bizarres comme ça, mais c'est cette science-là, la vraie. C'est pas l'autre. Les physiciens qui laissent de côté, par exemple, l'ufologie, la parapsychologie, ils sont complètement à la masse, ces gens-là. Ça fait partie de l'univers, il n'y a aucun moyen de repousser cela. Voilà. Donc quand on fera les choses, viendra un moment où les gens vont se mettre à expérimenter, d'après ce que je dis ou que d'autres diront dans le même sens, pour savoir s'il y a du vrai. Et ils vont le trouver, le vrai. On leur a dit, bibliquement parlant, cherchez, vous trouverez. Moi, je n'ai pas fait autre chose. C'est parce que je suis resté longtemps sur la même voie, tranquillement, sans me casser la tête. J'ai pas de compte à rendre à l'extérieur. Je m'en fiche que machin ou truc croit que c'est vrai ou que c'est faux. C'est pas là le problème. Oui. Le problème, c'est de pouvoir transmettre ce qui est utile. Mais est-ce qu'on ne trouve pas que ce qu'on cherche? Si on a une idée préconçue, oui, à l'évidence. Mais lorsqu'on voit des choses qui s'emboîtent, comme on est gamin, on fait des petits jeux, là, tiens, le machin circulaire, il rentre dans le trou circulaire, c'est une évidence. On ne peut pas chercher plus loin que ça. On ne va pas essayer de faire rentrer de force le machin qui est carré dans le machin qui est circulaire, c'est de cet ordre-là. Il faut en effet qu'il y ait une... Moi, je ne force pas, hein. Ça se sent dans le film. J'essaye d'être le moins présent possible. J'explique à ma manière, Patrice me filme et il garde ce qu'il veut. C'est pas moi qui ai fait le film, c'est Patrice. Voilà. Qu'on me dit, chez les mandarins, le même mot avec des sonorités différentes veut dire des choses différentes. Oui. Mais c'est les 4 tons dont j'ai parlé jusqu'à présent. Ouais. En effet, il y avait les 4 castes socialement parlant et il y avait des acceptions différentes selon la prononciation et les castes. Voilà. Ouais. Mais quelqu'un qui lit correctement un jeu de cartes français, il retrouve ce que je dis. Il retrouve les 3 couleurs de l'alchimie. Quand tu regardes un jeu de cartes, tu vois le blanc qui fait le fond de la carte, tu vois le noir pour le pic et le trèfle, et tu vois le carreau et le cœur en rouge. Donc tu as ces 3 couleurs de l'écriture des Égyptiens, et qu'on trouve partout ailleurs. Tu as ces 3 choses qui constituent l'œuvre hermétique, à savoir, mais bon, ça personne ne le sait, je le dis, ça s'appelle la pilule perpétuelle pour, entre guillemets, le premier œuvre, ensuite l'élixir, et en dernier lieu, la pierre philosophale, qui est la chose qui concentre la vie par excellence. Donc on a intérêt à se trouver ça, et ne pas prendre les 20 000 livres qui existent sur le sujet, tous différents mais tous complémentaires, et qui sont tous plus ou moins kabbalistiques.
Bon, le professeur Joseph Davidovits propose une nouvelle théorie qui soutient des blocs composant les pyramides auraient été fabriqués à partir d'argile. On s'est rencontré avec Joseph plusieurs fois. Il a été très surpris de mes connaissances. La réalité, je le dis, peut-être de manière immodeste, j'avais trouvé le procédé très largement avant lui, mais je ne me suis pas intéressé à la manière de le réaliser. Ça se voit. La première fois que je suis allé visiter les pyramides de près, j'ai vu qu'il y avait des pierres, probablement molles à l'origine et durcies après, c'est-à-dire ce qu'on appelle depuis lui géopolymères, des pierres parfaitement naturelles mais artificielles dans leur création. Ça peut se démontrer, il y a 8 manières de les démontrer, de la même manière qu'il y a 8 méthodes de construction dans les pyramides égyptiennes. Les vraies, je parle de celles du plateau de Gizeh, les autres ce sont des imitations grossières. Bon, eh bien l'une de ces méthodes c'est le géopolymère, voilà. D'accord. Donc une méthode qui a pu parfaitement... Voilà. Maintenant, dire que toutes les pyramides sont à base de géopolymère, là, ce serait, totalement déliré. Comment choisit-il les élèves? Comment repère-t-on les personnes qui vont faire les choses bien avec les enseignements? Alors, je ne classe pas les élèves, c'est eux-mêmes qui se classent. C'est comme un tamis. Si ça rentre pas dans le diamètre des trous du tamis, ça ne passe pas. Voilà. Il y en a qui ont ce truc-là et qui l'ont par nature, et d'autres qui ne l'auront jamais. C'est comme en musique. C'est-à-dire, ça nécessite un petit plus. Maintenant, j'aide ceux qui sont vertueux et qui n'auraient pas ce petit plus. Je fais tout ce que je peux pour non pas le leur dire, mais leur laisser entendre. Parce que la méthode des anciens, c'est faire que chacun découvre par soi-même. Et je peux dire très clairement, c'est une source de bonheur qui n'est pas comparable. On peut très bien être un obsédé sexuel et n'avoir aucune fille dans sa vie quand on est un homme, et se suffire à soi-même quand on découvre. C'est marrant, mais ça transcende toutes ces choses-là. Voilà. On me dit la langue des oiseaux, c'est vrai que vous avez... C'est celle-là, la langue des oiseaux. C'est la Kabbale hermétique, c'est la langue des oiseaux, c'est l'idiome des dieux, etc. C'est toujours la même chose. Ça a été parlé partout, par tous les hommes à une époque. C'est-à-dire qu'il y avait le français, pour cette raison, est resté la langue diplomatique. Jusqu'à la Révolution française, les Anglais ont pris la suprématie après, et on a perdu, on est tombé, on est passé du haut en bas. L'anglais, c'est pas une langue, c'est un truc. Parce que le français, ça n'empêche qu'il y a maîtrise de langue des oiseaux. Tu dis que c'est très proche de la langue. C'est le réservoir le plus complet et le plus disponible. Il y a énormément de mots. Mais je vais donner un exemple en anglais que je donne dans les cours et dans les livrets, à savoir le mot Atlantide. Atl, on le trouve chez les Mexicains, Atl, ça veut dire eau. Mais c'est une forgerie parce que Atl, c'est le mélange de old et alt, c'est-à-dire old pour ancien et alt élevé. On dit une altesse, l'altitude, etc. comme ça. Donc ça, c'est une forgerie. Et en fait, ça fait référence à l'eau pour les anciens du Yucatan. Et en outre, donc, on a Atl, land, c'est une contrée, une région, voilà. Et tide, c'est la marée. C'est une vague, c'est un va-et-vient, tide. Voilà. Donc on a l'explication. Et pourquoi c'est en anglais? Parce que l'Angleterre c'est une île et que l'Atlantide c'est une île. On voit comment ces gens-là pensent. Ils donnent aux insulaires une langue particulière qui est teintée des caractères de l'insularité. C'est une langue de marin. Pourquoi on chante mieux en anglais en général et en italien? Tu regardes, les Anglais, ce sont des marins, les Italiens, ce sont des marins. Tu cherches en France quels sont les meilleurs chanteurs, tu les trouves en Corse, plutôt sur les bords que dans les montagnes, mais ça se discute. Et surtout, tu vas en Bretagne, il y a les chants traditionnels bretons que personne actuellement n'a remis à la mode du jour. Moi, j'avais énormément apprécié le travail d'Alan Stivell, parce qu'il était vraiment à la recherche des fondations culturelles bretonnes. C'est le premier à chanter en breton dans le monde du showbiz. Voilà. Bon, ce travail-là, s'il était fait, on s'apercevrait que ce que je dis maintenant, peut-être dans 25 ou 30 ans, est parfaitement cohérent et que tout se met bout à bout. Voilà. Donc on pourrait retrouver à travers, parce que si on s'intéressait vraiment justement précisément à la langue des oiseaux, il y a plein de choses qu'on pourrait retrouver dans les noms. Voilà, parce que ça voudrait dire que ça a conservé une trace aussi bien dans les noms des choses, bien sûr. On s'intéresse très peu à cet aspect-là des choses. Parce que l'université, ne reconnaissant pas cette chose-là, elle la méprise, elle la met de côté, elle la piétine et c'est tout. Pourquoi on appelle ça la langue des oiseaux? Parce que l'oiseau, c'est l'esprit. Tout ce qui vole, c'est l'esprit. Pourquoi les Indiens d'Amérique du Nord mettent des grandes plumes ici? Parce qu'ils figurent la tête comme un rayonnement de l'esprit. Voilà. C'est le moyen de se joindre au cosmos
Parce que dans l'univers, qu'est-ce qui se fait? C'est pas tout le monde sur des planètes, c'est tout le monde dans l'espace aérien. Quand on dit, ouais, les extraterrestres, comment ils font pour venir de leur planète jusqu'à chez nous? Mais c'est un délire, ça. Les extraterrestres, il y a longtemps qu'ils se sont tirés de leur planète, ils n'en ont rien à fiche de leur planète d'origine. Elle est morte depuis longtemps, leur planète. Et ils le savent. Ils sont assez savants pour savoir quel est le développement d'une planète. De la même manière que moi, j'ai assez appris pour savoir le développement de ma planète. Je sais pourquoi les formes des continents sont ainsi. C'est la loi de Coriolis d'abord et ensuite la loi de Brooke, si ça intéresse les auditeurs, qu'ils cherchent dans ces domaines. La loi de Brooke, c'est plus difficile à trouver. C'est un militaire belge et ses bouquins sont très durs à trouver maintenant. Mais bon, si ça les intéresse, ils vont savoir qu'il y en a un autre qui s'appelle Albert Cochon de la Parent, qui est un géologue dont tous les géologues du monde lisent les bouquins. Eh bien, ce type-là, il a donné la description qu'on peut suivre de ce que sera la planète. Et ce type-là a été instruit par les hermétistes, et était hermétiste lui-même. Bon. D'ailleurs, il a des petits-enfants, il travaille chez Hermès, c'est marrant. Hein. Oui, ça c'est marrant. Voilà. Alors, pour revenir à la langue des oiseaux, note ceci. Oiseau, c'est le seul mot de la langue française qui comporte toutes les voyelles. Ah, oui. Et dedans, il y a la lettre S, la manifestation de l'énergie des voyelles. C'est-à-dire l'esprit lui-même. Or, si tu analyses le nom même de la divinité hébraïque, qu'on appelle tétragrammaton, c'est-à-dire les 4 lettres, J, H, W, H, ou I, enfin il n'y a pas de voyelle là-dedans, eh ben, c'est exactement ce qui est dit d'une autre manière. Donc sans rentrer dans le détail, parce que je l'explique dans mes cours, dans les vidéos et tout ça, il y a les mêmes procédés partout, tout le temps. Donc il faudra bien tenir compte de cela. La lettre H, sa particularité, Hermès commence par la lettre H, et quand tu mets P devant H, ça devient F, tu mets C devant H, ça devient CHE, etc. Donc c'est une lettre qui fait muter. Voilà. Directement, ça décrit Et géométriquement, c'est ce qui est en haut comme ce qui est en bas, puisque la lettre H, voilà. Et c'est un double carré, c'est-à-dire le double carré de la chambre haute de la grande pyramide, qui a des propriétés spécifiques, puisque si tu fais 1 pour le bord de ce double carré, ça fait 2 pour la longueur, 1 pour la largeur, et racine carrée de 5, puisque 2 au carré plus 1 au carré, racine carrée de 5, c'est la moyenne harmonique, alors que là, c'est la moyenne arithmétique, c'est-à-dire l'égalité absolue ici et l'égalité harmonique ici, qui sont les deux choses dont se sert l'univers. Entre nous, qui faisons de l'industrie, c'est-à-dire on reproduit des pièces rigoureusement exactes, par exemple ces vers-là, et la nature, elle reproduit de manière harmonique, c'est-à-dire tout se ressemblera, mais rien ne sera pareil. Sinon, on serait des clones. Hein, on est des clowns, mais c'est pas... Alors, un autre problème. On peut en profiter. Un chercheur aussi, qui lui remet en cause l'existence des savants grecs, qui selon lui serait une invention... qu'il le démontre. Il l'a démontré assez bien, parce qu'il nous expliquait quelque chose, alors justement, qu'il n'existait aucun écrit des Grecs qu'on puisse identifier comme étant l'écrit de Platon datant de l'époque de Platon. Alors, non, et pareil pour les autres. Ça n'est pas exact. C'est ce qu'il nous a expliqué. La vérité, dans ce domaine, c'est que les Grecs, d'une manière générale, ne signaient pas. Donc on attribue à machin un truc à bidule. Ça ne veut pas dire que parce que cette chose-là n'existe pas, ça c'est pratiquer l'histoire de manière étroite. Il faut savoir que le vrai nom de Platon c'est Aristoclès, c'est-à-dire quelqu'un qui possède le pouvoir de l'aristocratie, quelqu'un du sommet de... Voilà. Mais son surnom Platon, ça veut dire le costaud, le large. Pourquoi? Parce que ce type-là, il est très capable. Il y a des gens qui s'intéressent de nos jours, par exemple, à ces near-death experiments, c'est-à-dire les gens qui meurent et qui reviennent de la mort. Le premier à raconter ça, c'est Platon, c'est 5 siècles avant notre ère. Ce qui importe, c'est pas de savoir si c'est Platon, s'ils ont existé ou pas, c'est pas ça, parce que les anciens, d'une manière générale, étaient plus ou moins hermétistes. Platon l'était, Socrate l'était, même Aristote. Donc c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a une temporalité qui se dévoile. À l'époque où Platon, par exemple, parle de l'Atlantide, on nous parle, chez les Hébreux, de la création du monde, la Bible, etc. C'est la même période. À cette même période, en Chine, il y a des gens comme Lao Tse. Oui, bon, écoutez, il faut faire attention. C'est au moment où se dévoile une partie de l'hermétisme traditionnel, et c'est tout.
Qui sait traduire Lao Tse actuellement? Même chez les Chinois, il n'y en a pas beaucoup. Platon non plus, etc. Ce sont des jeux de mots. Platon, c'est de l'égyptien, ça n'est pas du grec. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, les Égyptiens aussi, ils avaient une. On sait que la momification, on la retrouve en Égypte, mais on la retrouve chez les Nazca aussi, chez les. On la retrouve chez les Indiens d'Amérique, chez les Chinois. Alors, il faut savoir que chez les Indiens d'Inde aussi, mais qu'après, ils ont commencé à plutôt brûler les cadavres ou les laisser aux charognards. Donc ce sont des pertes en quelque sorte. Mais avant, pratiquement, tout le monde était plus ou moins... Tout le monde pratiquait la momification. Mais pour quelle raison? C'est parce que lorsqu'on conserve des cellules et qu'on peut en prendre l'ADN mitochondrial, on peut espérer refaire une souche organique, humaine. Voilà. On n'a pas encore cette technologie, mais ça ne saurait tarder. Et il y a des gens qui vont se cloner pour vivre plus longtemps que d'autres et pour assujettir, etc. C'est comme ça que les choses marchent. Oui, les pyramides d'Europe, c'est vrai, on en a parlé. Toi, tu as dit un petit mot. Oui, mais bon... Tu disais que c'était pas forcément des pyramides qui avaient beaucoup d'imitations. Je vais dire pour les pyramides, les vraies pyramides et celles qui ne sont pas vraies à mon sens, elles répondent à une logique qui est évidente. Je l'ai dit dans plusieurs interviews, je l'ai écrit plusieurs fois. On regarde la Chine, l'endroit le plus anciennement habité de Chine, il y a des pyramides et c'est curieusement le milieu de la surface de terre habitable de ce continent. On regarde les Amériques, Amérique du Nord, Mésoamérique, Amérique du Sud, et on voit que c'est le centre, le Yucatan, qui accueille des pyramides, et le Guatemala, c'est-à-dire la zone centrale. On regarde le plateau européano-moyen-oriental africain, pouf, c'est à Gizeh, et donc la moitié de cette surface, voilà, c'est tout. Et il y a 3 grosses zones, le reste c'est accessoire. Voilà. D'accord. Donc les 3 grosses zones, c'est Yucatan, et si on veut Gizeh, être, voilà. Mais il y avait une pyramide également qui a été attestée plusieurs fois à l'île de Pâques. Voilà. Donc il faut considérer que, grosso modo, les grandes pyramides sont liées par un cloisonnement géométrique particulier qui a été montré dans le film. Maintenant, il faut réfléchir à cela. Je rappelle que la liaison est donnée en 2 modes. Le mode de la carte classique, si je puis dire, à plat, et donc ça se lit à plat comme une carte ordinaire qu'on trouve dans les écoles. Ça, c'est une première démonstration de savoir, puisqu'après, on est obligé de lire en géodésique, c'est-à-dire sur une sphère. Donc ça a été laissé pour des gens qui étaient capables de commencer par la map monde, le style à plat, et l'autre sur le style volumétrique. On me dit, la Lune est-elle creuse? C'est vrai ça? Non, il y a des zones creuses, en effet, parce qu'il y a eu une activité volcanique et aquatique sur la Lune. Mais bon, le fait qu'elle ait quand même pas mal voyagé, on me posait la question, est-ce que vous connaissez le docteur Emmanuel Velikovsky? Il en parle assez bien de cela. Voilà. Dans la Lune, en effet, il y a des zones creuses. D'ailleurs, je crois me souvenir que Lunar Orbiter avait testé cela et qu'en effet, il y avait des échos multiples qui traduit, donc, selon la méthode du sonar, des cavités multiples. Voilà. D'accord. Et la Terre creuse, c'est crédible? Ça, pour moi, non. Non, pour moi, niet. D'accord, la théorie de la Elle est creuse dans l'épaisseur de la croûte, mais à part ça, non. On me dit, c'est vrai, que pensez-vous des montagnes taillées, c'est-à-dire les lignes de Nazca? Justement, ça c'est alors, il y a dans le film que vous dites qu'il y a des montagnes qui ont été quasiment taillées comme Apparemment, il semble que d'un point de vue géologique, le sommet a été écrété pour en faire des zones plates et pour y installer les pistas. Et en effet, on ne voit pas ça du sol. Donc, les pistas étaient visibles seulement du ciel. À quoi ça sert? Si au sol, on ne voit pas la chose. C'est ça la question. Ensuite, il y a de très longues lignes parfaitement rectilignes sur des dizaines de kilomètres. Oui, il y en a une qui fait 30 km, je crois. Il y a plus que cela. En réalité, il y a plus de 2700 km entre le Pérou et la Bolivie. On en parlera. Donc, et l'intérêt, c'est de savoir qu'au bout de les 2 bouts de cette ligne sont occupés d'un côté par une mine d'argent et de l'autre côté par une mine d'or. On ne voit pas la relation de pourquoi faire une ligne entre une ligne droite. Ça veut dire que ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais à part extraire des métaux, voilà. Alors, on va me dire, mais attendez, les métaux, on les fabrique, et on a raison de dire ça, on les fabrique dans l'espace. On prend tout ce qui traîne et on reconstitue. Mais là, il y a une chose que les gens ne savent pas et qui conditionne l'alchimie. Les produits vivants sont tous impurs, et ces impuretés travaillent pour la réalisation de choses qui ne se font pas dans les choses pures. Chimiquement, on n'y arrivera pas. Ça s'appelle d'un nom catalyseur. Si on ne connaît pas le rôle des catalyseurs en chimie, ou même en physique, aucun résultat vivant. Voilà, la chose est réglée.
allez, une dernière encore, on me dit, hier c'était Boutamina développer une thèse avec les djinns et Salomon, bah on en a parlé mon cher, on a posé la question. Salomon pour moi c'est un personnage de légende et le temple et tout cela c'est c'est une construction pseudo-historique. Parce que le temple, le mur d'alimentation, j'allais dire, le mur des lamentations, pardon, qu'on m'excuse, c'est un mur romain. Ça n'a absolument rien à voir avec le temple de Salomon des origines. C'est un mur romain. Et il est facile de le démontrer par la méthodologie, la taille et tout cela. Jean-Pierre Adam pourrait faire la démonstration s'il n'avait pas peur de se faire coincer comme antisémite. Moi, ça va. J'assume. Et simplement, je renvoie à des bouquins qui sont assez connus pour cela, où la démonstration archéologique est celle-ci. On n'a absolument rien retrouvé de certains récits bibliques. C'est normal, puisque ces récits sont purement kabbalistiques. Et voilà. Donc, et aussi le temple de Baalbek au Liban, avec voilà, on le trouve dans la plaine de la Beka, c'est-à-dire l'endroit où il y a les passages militaires les plus... Voilà. Alors l'intérêt, c'est de voir plusieurs choses qu'on retrouve en Égypte. D'abord, de mettre des pierres énormes, 1000 tonnes, sur des caillasses qui font, à tout casser, 8 à 12 tonnes. Donc on a des petites pierres, et au-dessus, mais comme disait Patrice dans le film, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La vertu de la chose, c'est que c'est antisismique. Voilà. C'est comme quand on retire la nappe et qu'il y a des grosses soupières en dessous, si on s'y prend bien, on tire, la soupière reste et le drap s'en va. C'est de cet ordre-là. Maintenant, pour soulever des trucs de 1000 tonnes, il y a intérêt à se lever tôt. Hein. Et alors, on appelle ça le temple de Jupiter, parce que Zeus Pater, c'est quand même le type le plus costaud qu'Hercule, voilà. Et donc, il y a bien des raisons à cela. Il faut savoir que Baalbek, ça veut dire quelque chose. Baal, c'est les seigneurs. Maintenant, quelqu'un qui voudrait traduire, il comprendrait ma pensée. Et il s'intéresserait dès lors au djinn et au Coran. Voilà. Oui, tu parles comme un ancien, il faut que je décrypte, c'est ça? Non, je donne des pistes, chacun prend sa piste, parce que sinon c'est toujours tout le monde sur la même chose, oui. Ça sert à rien. Alors, que pense-t-il de la descendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie? Ouais. Alors, il y a une partie, on connaît les Falachas, qui sont des juifs authentiques, bien qu'ils soient noirs de peau. Je rappelle que, pour les écrits bibliques, il est un récit qui commence comme ça, elle est noire mais elle est belle. Nous sommes d'accord, ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Eh bien, il faut voir que être juif, ça n'a aucun sens. Être judéen, ça en a, mais juif, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui a été inventé en Angleterre dans les années 1870-1880 pour des raisons, politiques. Donc, il faut bien revenir aux sources historiques, géographiques, culturelles, etc. Éthiope, chez les anciens, ça veut dire noir, tout bêtement. De la même manière, Inde. Inde, ça veut dire coloré, sombre. C'est pareil, voilà. Donc les Indiens, quand Colomb, qui est juif, Christophe Colomb est juif, il n'est pas le seul sur les 3 bateaux à aller en Amérique future, eh bien, ils recherchent des choses qu'ils ont notées dans leur tradition. Alors je dirais, attention, la tradition est très probablement juste, mais incomplète. Première chose. Deuxièmement, il faut la comprendre pour vraiment savoir de quoi il est question. C'est pas la Kabbale moderne, celle de Madonna et autres zozoteries comme ça, qui va permettre, c'est la Kabbale vraie, c'est-à-dire la Kabbale des Égyptiens, la Kabbale hébraïque. Elle est faite sur des lettres dites hébraïques qui sont en réalité à l'origine des cunéiformes des Mésopotamiens, avec une méthode de lecture qui émane de la glyptique égyptienne. Donc il faut bien être attentif à cela. De toute façon, toutes ces écritures sont des chiffres en même temps. Et c'est là-dedans que la Kabbale peut peut-être dire des choses. Mais la Kabbale française est au moins aussi performante. Voilà. Donc viendra un moment où ces choses seront rassemblées, confrontées, mais pas seulement. Elles seront comparées et on verra que chacune a son efficacité, sa nécessité. Mais il ne s'agira pas de dire machin est supérieur à truc ou plus ancien et tout ça, ça n'a pas de sens. Voilà. La réalité, c'est qu'à la base de toutes les langues, il y a la même chose. C'est ce substrat qu'il faut aller chercher.
Question subsidiaire, Ouais. les dernières, les cartes de Pirires, elles sont crédibles? Les fameuses cartes que retrouvées Ça s'appelle des portulans, première chose. C'est-à-dire que ça servait à des marins. Oui. Les marins, à cette époque-là, ils se servaient de boussole et surtout de la rose des vents, c'est-à-dire l'orientation dans le moment de la journée, etc., etc. Ce qui était intéressant, c'est que les bouquins qui ont été écrits, c'est par, d'un côté, un marin, un cartographe de la marine américaine, de l'armée, hein, d'un côté, et puis Paul-Émile Victor de l'autre. Et ces bouquins-là ont eu très peu de diffusion, malgré tout. Pourtant, celui de l'américain, il a été préfacé par un dénommé Albert Einstein. On s'étonne que, tiens, brusquement, on n'en fasse pas état. Oui, ce sont des cartes vraies. C'est au musée Topkapi à Istanbul. Donc ouais. voilà, c'est ça. Et c'est aussi bien d'aller voir Sainte-Sophie et ce musée-là que toute autre chose. Il y a Göbekli Tepe aussi, cette ville. Göbekli Tepe, c'est tout, et également en Turquie. C'est un site ancien, mais par rapport à ceux qui vont apparaître dans les années à venir, on va dire, c'est récent. D'accord, ah bah, Voilà. mon Dieu, des choses à suivre. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup à Jacques d'être venu à la Libre Alors moi Antenne. je te remercie vivement pour cette raison suivante, c'est que je t'ai coupé énormément dans ton développement, Non, mais non pas pas de pour souci. te frustrer, mais parce que je pensais qu'il était important de répondre aussi vite que possible. Ah bah, on a répondu au maximum de questions là. Je crois que là, voilà. Eh bien, quand on pourra savoir, j'espère qu'on m'en saura gré, je n'attends pas de remerciements, mais qu'on sera respectueux du travail qui a été fait et qu'on le juge, non pas, comme le moderne juge l'ancien, mais en termes de vérité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du vrai, du juste, là-dedans, et que ça soit utile quand même. Je donne très peu d'exemples parce qu'il vaudrait mieux un tableau, comme je donne des cours dans ce domaine, et que j'édite des livrets, si ça vous intéresse. Vous voyez, avec la Nouvelle Atlantide Association, vous mettez ça sur votre barre de recherche, la Nouvelle Atlantide Association, vous trouverez l'année qui vient les vidéos des cours, et des conférences, et les livrets. Alors, pour dire la chose, en 3 ans, j'ai rédigé et mis en forme plus de 70 livrets de 60 pages, voilà. Ah ouais, quand même. Alors, et c'est pas du délayé, hein, c'est vraiment du concret, etc. Le mieux, c'est que vous faites un essai. Vous vous en offrez un, pour Noël, par exemple, ou pour Pâques, pour les lambins. Vous lisez, et vous, voilà, là, la matière. Alors, eh ben, merci beaucoup, Jacques. Merci à la régie, bien sûr. Merci.